Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live. On est avec Yohan Sardet, salut à toi. Bonjour, comment ça va? Et bonjour au chat, bonjour à tout le monde. Ravi d'être avec vous. Déjà, je tiens à te remercier d'être là pour discuter avec moi de cinéma pendant une petite heure. On va parler ensemble de cinéma, on va parler de plein de choses. J'ai plein de questions à te poser, j'ai plein de choses à te dire aussi parce que pour ceux qui savent pas, c'est ce que j'expliquais un peu à Johan juste avant et c'est ce que j'ai pu expliquer dans le petit TikTok que je vous ai fait pour annoncer que Johan était là ce soir pour parler de cinéma. J'ai découvert le cinéma en 2019-2020 et en même temps avait lieu Allociné l'émission, le récap ciné sur le stream, animé par toi une grande partie. Et il y avait aussi Menro, c'est ça qui animait le Ouais, récap. il y avait Menro dans la petite bande, il y avait Norman, enfin Genius, Ouais. pardon, de son pseudo, Maximilien, Megan, Nanix, voilà, toute une Juliana, Vesper, toute une petite bande d'amoureux du Cinoche. Et pour moi, ça a été, c'est ce que je te disais, moi, ça a été un vrai début en fait, parce que petit à petit, je me suis intéressé au cinéma. Au début, très grand public, on va dire, hein, en découvrant petit à petit. Et c'est sûr qu'avec le confinement, je pense que beaucoup sont devenus fans de cinéma pendant cette période-là. Mais Tout bon, à fait. je me suis intéressé un peu plus au cinéma. Et je sais que tu as une grande carrière, que tu as fait énormément de choses dans le cinéma. Et donc, c'était important pour moi de revenir avec toi sur ce que tu as fait, sur comment tu as découvert le cinéma. Et du coup, merci beaucoup. Tu es le deuxième invité après PAF que tu connais. Que Raphaël que tu connais, t'es le deuxième invité donc je te remercie pour ça et je préviens pour ceux qui sont dans le chat mais il y a d'autres invités qui sont en cours dont normalement Régé Le Gorilla pour ceux qui connaissent donc ce sera Ouais, tout à fait, l'occasion là, qui commence ce à être sera l'occasion incontournable. c'est ça effectivement qui m'a répondu et qui normalement ça devrait se faire donc de beaux invités. Bah, Euh, très cool. Moi je voulais revenir avec toi donc sur ta cinéphilie et pour commencer par où as-tu commencé le cinéma? Eh ben, par où j'ai commencé le cinéma? Très simple, grâce à des parents qui nous ont élevés. Donc moi, je suis né dans les années, enfin, je suis né en 1980. Donc voilà, je suis un peu vieux par rapport peut-être aux gens qui nous regardent. Toutes mes excuses. Mais en tout cas, années 80, plus belle décennie de cinéma. Et mes parents font vraiment partie des gens qui nous ont élevés au cinéma, mais pas au cinéma. On pourrait dire classique ou nouvelle vague ou truc comme ça, mais vraiment cinéma de vidéoclub. Donc le vidéoclub était pour moi, enfin vraiment, c'était mon église, quoi. L'endroit où j'allais tous les week-ends et où on choisissait deux films chaque samedi soir qu'on regardait en famille et c'était souvent du Robocop, du Bruce Lee, enfin voilà, vraiment tout ce qu'on a aimé dans les années 80. Et parallèlement à ça, mes parents nous faisaient voir pas mal de films. Et il y avait un magazine télé qui existait dans le temps qui s'appelait Télécassette. Je pense que peut-être s'il y a des vieux de la vieille qui regardent ce live, ils s'en rappelleront. Et en fait, c'était un magazine où en fait, il y avait les jaquettes de films. Et donc, en fait, on enregistrait les films et on pouvait en faire nos propres vidéos, donc notre propre DVD. Tel qu'aujourd'hui, tout ça existe en numérique avec des watchlists et tout ça. Mais à l'époque, c'était vraiment en physique. Et donc moi j'ai vraiment grandi et biberonné là-dedans et avec vraiment un amour du cinéma et spécialement ouais, du cinéma on va dire de ce qu'on pourrait appeler les débuts de la pop culture quoi et j'ai jamais arrêté mon amour du cinéma et au début j'étais dans un cinéma très un goût en tout cas très américain et en grandissant je me suis ouvert à plein d'autres genres et plein d'autres cinématographies et c'est un truc qui me passionne toujours autant en fait je suis un grand gamin et j'adore qu'on me raconte des histoires et donc voilà, j'ai réussi, j'ai vraiment une chance énorme d'en faire mon métier. Et t'as un souvenir d'un des premiers films que t'as pu voir? Bah, en fait, j'en ai plein. Alors le premier, je pourrais pas m'en souvenir. Je l'ai noté pour mes enfants, mais du coup, moi, personne ne l'avait noté pour moi. Mais j'ai souvenir d'une séance de Indiana Jones, c'est la dernière croisade avec mon père et mon grand frère en 89. Qui m'avait vraiment marqué. Et sinon, j'ai le souvenir, voilà, j'en parle souvent quand on me demande de la découverte de Mad Max 2, qui est mon film préféré de tous les temps, et qui est un truc que je revois au moins une fois par an. Et je me souviens de m'être pris une énorme claque et de me dire, ah ouais, c'est ça le cinoche. Et je refaisais le film dans ma tête. Je refaisais le film avec des Lego, avec des Playmobil, avec machin, voilà. Et ça fait partie vraiment ouais, des films qui ont changé ma vie, quoi. Et j'en profite parce que tu es la personne qui m'a donné envie de regarder Mad Max. Ah Et ah. j'ai adoré. Je suis un gros fan de. Je pense que c'est une de mes sagas préférées. Si on prend vraiment cette idée de saga où, à part le troisième volet qui je trouve est Un peu bancal. un peu incompréhensible dans tout l'univers Mad Max, il arrive là, on a un espèce. En fait, c'est marrant parce que j'ai vu le troisième volet quelques jours, je dirais, après avoir vu Hook.
Et je trouve qu'il y a des consonances un peu sur cette idée d'enfants qui sont à un endroit et qui vivent tout seuls Ouais, c'est très Peter Panesque comme histoire un peu, ouais. totalement. Et du coup, bah, j'ai eu un peu ce ressenti-là sur le 3. Mais par contre, ouais, j'ai découvert le un, le 2, le 3, le 4 avant. Du coup, c'était avant Furiosa. Ouais. Et j'ai pris une claque monumentale. Et je trouve ça absolument génial euh, comme, euh, comme histoire et la façon enfin, ce qui est super joli avec Mad Max, c'est à quel point chaque film va utiliser un genre du cinéma différent pour raconter autre chose. On a le 4, bah, Fury Road, qui va être beaucoup plus de l'action, avec un 2 aussi qui va être un peu sur ce thème-là. Et je trouve que le un, il y a un côté très dramatique en fait Ouais, ah bah, au le 1 un, ouais, avec son ami entre autres. Et je trouve ça hyper intéressant de comment c'est amené. Et il y a une autre séance, oui, pardon, qui me revient, dis-moi. très importante dans ma vie aussi, parce que c'est vraiment une date marquante. Il y a des gens pour qui la date, c'est Coupe du Monde 98 ou Coupe du Monde 2018 ou machin. Moi, c'est la projo de Jurassic Park 93. Je m'en souviens comme si c'était hier d'avoir eu les poils qui se dressent au moment où on découvre les premiers dinosaures. Et souvent, c'est vraiment pas un gadget, mais je demande l'âge aux gens, et notamment toi, je te demanderai ton année de naissance, et comme ça, je sais s'ils sont nés avant ou après Jurassic Park, qui est vraiment un espèce de moment très très marquant de ma vie de cinéphile. Là, c'est 2003, donc bien Ah oui, après. ouais, t'es un 10 ans après Jurassic Park. Ok. Et du coup, moi, je voulais savoir, parce que du coup, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, t'as rejoint Allociné dans les fins années 90, c'est ça? J'ai rejoint Allociné en 2000. En fait, Ok. je suis rentré en stage chez Allociné. Ça a été mon premier stage, premier boulot, et je suis jamais parti en gros. Et donc, en fait, c'est devenu ce qui était au début un stage pour découvrir, enfin, pour avoir déjà la chance d'écrire sur le cinéma et puis de découvrir comment ça marche. C'est devenu vraiment ma maison. Moi, c'est comme ça voilà, que je l'ai appelé. Où j'ai fait toute ma carrière. J'ai appris des tonnes de trucs à côté de gens extrêmement experts, passionnés, brillants. Et on a inventé tous ensemble, parce que c'est vraiment un projet collectif, le Allociné voilà, que vous voyez aujourd'hui, voilà, qui a connu plein d'étapes, parce que moi, je viens d'un monde où le web n'existait pas au départ. Et donc, on a construit par rapport bah, voilà, avec l'arrivée de ce nouveau média. On a dû faire nos preuves aussi, parce que dans le monde du cinéma, les gens regardaient le web un peu étrangement. On a été parmi, je pense, les premiers à faire de la vidéo sur le web. Du coup, c'était très marrant d'accompagner ouais, ce médium digital et numérique qui n'en finit pas de se réinventer et de muter tout le temps. Et donc, en fait, j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez Allociné, donc sous le maillot jaune et noir. Et je vole de mes propres ailes depuis le mois de juin, là. J'ai décidé de voir, voilà, je suis toujours en très très bon terme avec la team Allociné, mais de voir comment ça faisait de voguer hors les murs pour continuer à parler cinéma. Et, Donc là, j'ai mon propre maillot depuis quelques mois. et donc, t'es devenu journaliste indépendant, c'est ça? Voilà, ouais, journaliste freelance pour aussi bien écrire des comptes, enfin de développer des contenus qu'animer des séances. Là, on a animé une séance de L'homme qui rétrécit début de semaine et voilà, on a encore voilà, d'autres trucs à faire qui se profilent, mais c'est assez rigolo aussi de pouvoir varier les plaisirs et surtout de voir ce que je vaux dans ce milieu-là quand je suis pas dans la maison qui m'a vu grandir. En espérant que ça se passe parfaitement bien pour la suite, mais On va y a pas de essayer. raison. Y a pas de raison là-dessus. On me pose une question dans le chat, et du coup, c'est marrant parce que je sais la réponse, peut-être que la personne le sait, mais il me demande si tu connais Michel et Michel. Évidemment, je connais Michel et Michel qui sont deux gugus très sympathiques, voilà, qui portent le fort accord depuis 2010. Ça fait vraiment partie des formats un peu phares d'Allociné, voilà, sur lesquels on a travaillé. Et ouais, Michel et Michel, c'est une aventure de fou, quoi. C'est un truc qui nous a vraiment complètement dépassé, c'est-à-dire que ça part vraiment d'un délire qu'on a inventé, notamment avec mes frangins. Donc mon grand frère qui a créé ces personnages de Michel et Michel et qui a vraiment écrit un peu tout leur dialogue et leur vie un peu fantasmée. Mon petit frère qui a inventé le rond jaune et toute la mise en scène de Faux Raccord. Et avec mon compère Vincent Garnier, nous on a travaillé bah, sur le fait de trouver des gaffes dans les films et puis de poser nos voix. Et depuis, il y a ma petite sœur qui a, donc c'est un truc très familial, hein, quand je mens pas quand je le dis. Il y a ma petite sœur qui a rejoint la team montage. Et ouais, ça nous accompagne. En fait, on pensait faire deux, trois épisodes, vraiment juste pour s'amuser. Et on a vu que les gens se sont tout de suite emparés du format et on a tout de suite eu des retours un peu improbables. Donc ça a été un peu un alignement de planètes complètement fou et on n'a jamais arrêté depuis 2010. Donc ça fait 15 ans que Michel et Michel vivent des aventures. Mais
pour te donner une idée, et moi c'est là où je trouve, c'est là où ça a limite dépassé le cadre du cinéma. Pour t'expliquer, moi c'est mon frère qui m'a un peu, mon frère qui connaît rien au cinéma, hein. Mon frère, son film préféré pendant très longtemps ça a été Les Tuches, et je juge pas, hein, mais voilà, Eh ça a été ben, Les c'est Tuches. très sympa les Tuches. Mais bien sûr, surtout le premier, j'aime beaucoup. Et en fait, il s'y connaît pas vraiment en termes de cinéma. Et en fait, c'est lui qui m'a dit bah, envoie des messages à des personnes que tu suis, journalistes, acteurs, réalisateurs, ou des choses comme ça pour discuter de cinéma, parce qu'il sait que c'est en partie ce que j'aime faire au niveau de mon contenu. Et quand je lui ai dit que je t'avais écrit et que tu m'avais répondu positivement, pour lui dire qui tu étais, je lui ai dit bah c'est un des Michel et Michel. Et en fait, il a trouvé ça fou quoi. Il était en mode c'est trop bien, tu lui diras que j'adore et tout. Même mon frère Ah, c'est il m'a drôle. dit ça. Et en fait, je me suis dit waouh, c'est là en fait où ça ouais, ça, pourtant, en plus, les faux raccords, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas quelque chose qui est hyper regardé dans le cinéma ou quoi que ce soit. C'est pas non plus. Enfin, quelqu'un qui connaît pas le cinéma va pas forcément regarder les faux raccords quand il va voir un film. Et en fait, c'est quelque chose d'hyper anodin dans un film que vous avez transformé et qui est devenu ouais, quelque chose de phare. Et je pense que là-dessus. Tout le monde aime les Michel et Michel. Là-dessus, j'en doute pas. Bah, c'est très gentil et tu salueras toi. Et comment il s'appelle ton frère? Théo, Théo, je te salue. Voilà, si tu je, envoies je, sur je, le replay, je te salue. je lui montrerai ça, il sera content. Mais ouais, non, c'est vrai que vous avez créé quelque chose qui est vraiment génial là-dessus. Et bravo pour ça, parce que en plus, j'avais déjà vu que tu avais parlé que c'était assez familial. Que toute la famille participait à ça, et je trouve ça génial parce que ça a vraiment marqué une période dans le cinéma, surtout que maintenant à l'heure actuelle des vidéos sur le cinéma c'est quelque chose d'hyper courant, mais en fait quand vous avez commencé ça il n'y avait pas grand monde Non, non, qui parlait ouais. de cinéma sur les réseaux. Exactement, il n'y avait pas grand monde. Et puis surtout, nous, on voulait, en tout cas, l'idée derrière Fort Accord, mais aussi de plein de formats qu'on a pu développer tous ensemble sur Allociné, c'était qu'on ne voulait pas juste se dire on fait une émission de cinéma, c'est un truc qui veut un peu rien dire. Et donc, on s'est dit à chaque fois, il faut qu'on trouve des angles forts. Donc, à chaque fois qu'on a inventé un format, c'était vraiment sur un truc très précis, avec un ton très précis, une mise en forme très précise. Et donc, en fait, il y en a qui n'ont pas du tout marché, il y en a qui ont marché, mais en tout cas, on a toujours voulu déjà voilà, avoir des trucs très anglais et surtout s'amuser avec cette matière-là. Et je pense que ça se sent dans Fort Accord. C'est-à-dire que Totalement. moi, je viens d'une génération où bah, c'est le cinéma avec un grand C. Enfin, je dis souvent ça, mais c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de s'amuser avec le cinéma, alors qu'en fait, au départ, c'est quand même une matière de divertissement. Et en fait, on peut faire des tonnes de trucs, que ce soit les Easter eggs, bah, les faux raccords. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer, ce que toi tu fais sur ta chaîne. Et en fait, on peut partager ça avec plaisir et avec, voilà, avec envie de s'amuser et de s'éclater autour de cette matière. Et c'est nous, en tout cas, c'est toujours ça qui nous a porté. Et ce que tu dis voilà, sur le côté familial, et ça me fait penser à ça aussi quand tu évoques ton frère, c'est que bah, moi, quand je te vois, j'ai l'impression de me voir il y a 20 ans. C'est-à-dire que du coup, nous, je me souviens avec mes frangins, on adorait le cinoche, on découpait des posters, comme je disais, des jaquettes de films, on se faisait des espèces de classeurs, là, qui est un peu des prémices du web, c'est-à-dire que le web n'existait pas encore, en se disant, ouais, un jour, ça serait super si on arrive à travailler dans le cinéma, machin. Et en fait, le fait qu'on ait réussi à faire ça déjà ensemble, c'est trop cool. Et qu'on ait réussi à notre petit niveau à inspirer une nouvelle génération dont tu fais partie, il n'y a pas plus beau cadeau dans la vie. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui m'ont transmis le goût et l'amour du cinéma, et j'ai eu la chance de m'inscrire un peu dans cette chaîne-là. Et c'est très cool de voir que vous prenez le relais aujourd'hui, même si voilà, je ne suis pas encore à la retraite, hein. Je compte bien continuer à parler de Cinoche encore. Mais c'est très cool de voir que voilà, il y a toute cette génération de cinéphiles 2.0 ou 3.0 qui s'emparent du truc, et c'est trop bien ce que vous faites, quoi. Mais bah merci beaucoup, et moi enfin vraiment c'est en grosse partie grâce à toi que je fais ce genre de concept, que j'aime parler de cinéma, et je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que des gens passionnés qui parlent de quelque chose qui les passionne. Peu importe si ça soit du cinéma ou autre chose. Moi par exemple j'ai été pendant très longtemps, alors je dis bien j'ai été au passé parce que c'est plus trop le cas actuellement parce que le cinéma a pris une énorme place, mais j'ai été pendant très longtemps fan de catch. Et je sais que c'est pas la passion que tout le monde connaît, mais je sais qu'en parler à certaines personnes, enfin le fait d'être passionné, ça pouvait directement faire partager ça. Et moi, ce que je trouve d'autant plus intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu parles de ces fameux fans et génération 2.0, 3.0. Et sachant que, comme tu dis, chez Allociné, tu as été chez Allociné depuis 2000 et tu étais fan de cinéma bien avant, tu as vu cette évolution-là du cinéma, parce qu'il y a aussi le cinéma en lui-même qui a évolué, mais aussi
chez les gens qui regardaient le cinéma, Ouais. sur comment la pop culture est née sur certaines franchises. Toi, comment tu as vécu cette évolution du cinéma et je pense que ça a été hyper important au sein d'Allociné principalement de suivre cette évolution et pas être à la ramasse. Bah, et non, exactement, c'est très très juste ce que tu dis, c'est que bah, moi s'il faut remonter le temps, je me sentais très seul. Voilà, je fais partie des gens qui adoraient la pop culture avant même qu'elle existe. Donc moi, comme je disais, ma culture, c'était Mad Max, Robocop, Jurassic Park, machin, et même Star Wars, c'est-à-dire que Star Wars, faut voir que avant que Lucas fasse la prélogie, donc en 99, il se passe rien entre 83 et 99. Et moi, j'avais mes jouets Star Wars, j'ai essayé de dire à des gens, tu connais l'empereur Palpatine, machin, j'étais tout seul. Et c'est très cool de voir que. Donc j'ai vraiment vu cette pop culture vraiment prendre forme et corps et vraiment qu'il y ait toute une génération pop aujourd'hui. Je pense que ça a vraiment commencé avec. Au niveau de l'année 2001, la même année où on a eu Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Donc Harry Potter en novembre 2001 et le premier volet du Seigneur des Anneaux en décembre, donc quelques semaines après. Et là, on a senti vraiment qu'il se passait un truc. Et nous aussi, je pense que c'était pas forcément une volonté affichée, mais comme moi j'avais cet ADN-là et que les gens de la rédac d'Allociné aussi, je pense qu'on a senti que nous, on pouvait être un peu les fers de lance de la pop culture. C'est-à-dire que, il y avait sinon bah, les Cahiers du cinéma, Première Studio, qui font un boulot incroyable, mais qui étaient bah, plus sur justement sur une approche un peu plus classique du cinéma. Et nous, on fait partie de la génération qui a essayé voilà, de promouvoir la pop culture, qui au départ était ce qu'on appelle une sous-culture, et qui aujourd'hui est une culture devenue mainstream. Et moi, en tout cas, voilà, je suis hyper content d'avoir participé à ça, et surtout de voir ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc ouais, moi, je suis pop culture à fond, quoi. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça fait un peu écho aussi au fait que par la suite, bah, vous êtes arrivé sur le stream, qui avait un peu cette même idée-là, où bah, les jeux vidéo pendant très longtemps a été un peu une sous-culture et qui est Exactement. devenue petit à petit une culture principale. Enfin maintenant, quand on voit comment Twitch fonctionne, qu'est-ce qui plaît aux jeunes, c'est clairement des gens en tout cas issus du jeu vidéo et je pense que quand vous avez rejoint le stream pour faire cette émission là ça a été aussi l'occasion de pouvoir relier comme ça deux sous-cultures si on peut dire ça ou en tout cas qui avaient été vues avant comme de la sous-culture et en faire une émission qui était vraiment hyper intéressante. Bah ouais, parce que c'est très juste aussi, mais c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait le même ADN aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu, moi en tout cas sur on va dire les décennies 80-90, donc avant que je commence à faire ce boulot-là, tout était quand même un peu siloté. C'est-à-dire qu'il y avait les gens qui aimaient le cinoche, il y avait les gens qui aimaient les séries, il y avait les gens qui aimaient la littérature, il y avait les gens qui aimaient les jeux vidéo, et personne ne se parlait. Et puis en fait, il y a eu, à partir justement de cette génération pop culture, une espèce d'hybridation qui s'est aussi retrouvée dans les œuvres d'ailleurs. C'est-à-dire que bah, il pouvait y avoir Scorsese qui faisait du Scorsese et qui après faisait Boardwalk Empire, ou en tout cas voilà, tous les gens se croisaient. Spielberg qui allait travailler sur Call of Duty ou des trucs comme ça. Et du coup, je pense qu'avec les gens du stream, on s'est aussi bien trouvé parce qu'on a trouvé en face de nous des gamers, mais qui avaient été biberonnés au cinéma, et nous à l'inverse, on était des cinéphiles qui avaient grandi avec Super Mario dans les mains. Donc en fait, finalement, on avait la même culture de base, et c'était très très logique de mélanger tout ce petit monde, et au final, voilà, c'était un super mélange et on s'est bien éclaté. Et alors, tu me dis hein, si je me trompe, mais si je me trompe pas, de mes souvenirs des émissions, le récap ciné, t'étais pas très fan, toi, du côté Marvel. Alors, c'est compliqué. J'ai une relation très particulière à Marvel. C'est que je suis. Désolé si je vais choquer des gens qui nous regardent, mais non, on fait même plus ça. On fait ça aujourd'hui. Je sais même pas. Bref, en fait, ça m'intéresse pas trop comme histoire, si ce n'est l'arc jusqu'à Thanos. C'est vraiment pour le coup, Infinity War et Endgame sont vraiment très très réussis. Mais ça m'intéresse pas fondamentalement en termes d'histoire et de narration. Mais par contre, le projet industriel, on va dire, et le fait de travailler là-dessus est passionnant. Donc moi, en fait, j'ai beau ne pas aimer les Marvel, j'adore chercher des faux raccords dans les Marvel, des Easter eggs dans les Marvel, comprendre comment Kevin Feige a créé son truc, comment tel film, voilà, là, il y a eu Marvel Zombie récemment, comment Marvel Zombie ou Eyes of Wakanda s'intègrent dans la chronologie officielle du MCU. Donc en fait, ça m'intéresse, voilà, ça m'intéresse en tant que personne qui travaille là-dedans. Par contre, est-ce que ça me passionne quand je les regarde? Pas forcément. Voilà, le dernier en date, voilà, les 4 Fantastiques.
Je trouvais ça, je me suis dit, bon, ouais, voilà, c'est bien fait, c'est rigolo, ils sont sympas les quatre, mais est-ce que c'est intéressant? Pas trop pour moi. En tout cas, je ne Oui. dis pas les gens que ça intéresse, moi, juste, ça me passionne pas trop, quoi. C'est plus le côté ouais, industrie, cette idée d'avoir créé quelque chose aussi grand, Ouais, qui n'existait pas avant au cinéma. Enfin, il y avait peut-être Star Wars qui collait bah, le et même, plus. parce que Star Wars avait pas du tout cette hybridation entre cinéma et série. Ils l'ont fait même plutôt après. Mais le Ouais. projet Marvel qui est de dire, parce que même Star Wars, c'était plutôt on va dire une construction en épisodes qui se suivaient. Mais là, le projet au départ de Kevin Feige et puis des gens qui le suivent et qui disent, OK, on va te donner 500 millions de dollars. Tu vas faire 5 films avec Iron Man, Thor, Captain America, machin. Et à la fin, ça va faire Avengers. Parce que comme dans une BD, les gars qu'on a présentés vont se rencontrer. C'est juste incroyable comme projet. Et depuis, tout le monde essaye de le refaire. Donc Star Wars est peut-être ceux qui ratent le moins. Mais voilà, on voit que DC est jamais trop arrivé et tout ça. Et ce qu'a fait Marvel, c'est vraiment, à date, un truc vraiment unique dans l'histoire du cinéma. Et voilà. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment passionnant pour eux. Et du coup, moi, je me posais la question, parce que c'était vers là que je voulais en venir. Comment tu le vis, toi, maintenant, à l'heure actuelle, cette idée de marvelisation un peu des studios américains, on va dire, qui vont essayer de faire des univers connectés pour tout, qui vont essayer vraiment d'étirer des franchises, sachant que, là-dessus, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais on a un vrai côté, enfin, moi, je défends cette idée de l'art, qui est le cinéma, c'est de l'art avant tout, et c'est quelque chose que Marvel, ou en tout cas les studios hollywoodiens de plus en plus, vont malheureusement limiter. Toi, de ton point de vue de quelqu'un qui connaît le cinéma depuis très longtemps, comment tu te positionnes par rapport à ça? Bah, c'est vrai que on est dans une période vraiment compliquée parce que, enfin, voilà, tout le monde le voit. Il y a que comme tu dis, des univers connectés, des suites, des préquels, des trucs qui s'intègrent, des reboots, des machins. Et au bout d'un moment, tu dis, bon, c'est quoi la place à l'originalité? Moi, je suis pas du tout contre les univers connectés. Par exemple, tout n'est pas bon dedans, mais j'aime beaucoup le Conjuring Verse, voilà, et la manière aussi dont ils ont construit ça. Avec mon fiston qui lui se passionne pour les kaiju, on s'est tapé tout le Monsterverse dans tous les sens avec King Kong, Godzilla et compagnie. Et je trouve ça plutôt sympa aussi. Donc en fait, moi j'aime bien quand les films, en tout cas, ont un truc à raconter. Moi, ce que je trouve, voilà, le défaut avec Marvel notamment, c'est qu'on a de plus en plus des épisodes, enfin des films de transition. C'est-à-dire que au final, on va voir un film juste pour la scène post-générique et voir ce qu'elle va annoncer pour la suite. Et au bout d'un moment, je me dis, est-ce que c'est vraiment très intéressant? Donc ça ressemble un peu à une série sur grand écran, mais du coup, 2 ans d'attente pour voir un épisode qui juste annonce le suivant, c'est pas très passionnant non plus. Donc en fait, moi déjà, voilà, c'est le premier regard que je pose. Et après, le plus important surtout, c'est de laisser la place aussi aux projets originaux. Et c'est là-dessus que voilà, on est un peu à une phase critique, en tout cas du côté d'Hollywood, de se dire, à force de vouloir faire des univers connectés dans tous les sens, est-ce qu'on en arrive à laisser la place à des projets qui sont reliés à rien? Et heureusement qu'il y a encore des gens comme Nolan ou Villeneuve qui font ça. Mais sinon, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont un peu abandonné le combat et qui essayent de s'intégrer dans cette espèce de grosse machine, mais machine qui se défend aussi dans le sens où, bah, à l'heure où la promo d'un film coûte très cher, c'est beaucoup plus facile de faire connaître un film s'il s'inscrit déjà dans une franchise ou en tout cas avec une IP assez forte. Donc c'est ce que Disney a fait en rachetant plein d'IP dans tous les sens et en essayant voilà, de les développer. Donc voilà, donc le regard que je pose, il n'est pas totalement négatif, pas totalement positif, c'est plus, je pense que tout le monde peut vivre ensemble. Là, je suis pas comme certains cinéastes ou autres qui disent Marvel, c'est pas du cinéma. Au contraire, mais par contre, il faut pas qu'il y ait que Marvel. Et c'est ça qui, au bout d'un moment, devient inquiétant. Non pas qu'il y ait que Marvel, parce qu'en plus en France, on a quand même la chance de voir arriver beaucoup de films français déjà, et puis des films de partout. Mais c'est que quand on regarde le box-office, au final, c'est quand même ces gros films-là qui dominent, quoi. Et donc en fait, il faut surtout que le public devienne, enfin, reste curieux de découvrir d'autres histoires. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à tes questions, je suis un peu Oui. parti dans tous les sens, Non, totalement. mais le plus important, c'est vraiment la curiosité. Et après, ça rejoint bah, un autre point qui est parce que on peut aider les gens à être curieux quand le cinéma est pas trop cher. Et à partir du moment où le cinéma devient très cher, bah, on va plutôt se rassurer en allant voir le prochain Avengers qu'en donnant sa chance à un film qu'on connaît pas. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a, enfin, c'est pas que la question de l'offre, c'est aussi la question de comment on permet aux gens d'accéder au film. Donc voilà, tout ça est très complexe.
Non mais c'est hyper intéressant. Enfin, je prends l'exemple de moi qui habite dans les Vosges. Donc c'est pas là où il y a le plus de cinéma. Et j'habitais avant à Nancy. Donc en fait Nancy, j'avais la possibilité d'avoir un UGC, d'avoir en plus de ça les caméos, donc qui est des cinémas d'arrêt d'essai, Ouais. qui communiquaient avec l'UGC avec la carte UGC. Donc en fait c'était quelque chose de beaucoup plus accessible. Je suis revenu où j'habite dans ma petite ville, un nouveau cinéma est né, on va dire, quand je suis arrivé là il y a un an. Bah, par exemple, 14 places, ça coûte 100 euros. Et alors, bon, bah, je fais cet effort-là en tant que cinéphile de payer quasiment 100 euros tous les mois ou tous les 2 mois pour suivre et continuer à m'actualiser au niveau du cinéma. Mais en fait, ouais, c'est un coût, c'est un coût. Et quand, par exemple, il y a possibilité de prendre 5 places pour 40 euros, je crois, ce qui reste déjà un coût quand on n'est pas fan de cinéma. Les 5 places là dans le mois, généralement, les gens vont choisir le film qui fait le plus parler et vont choisir effectivement ce genre de film qui va être plutôt des gros blockbusters qui sont pas forcément toujours bien, mais qui peuvent parfois être très bons. Et tu parlais d'autre chose que moi je trouve hyper intéressant, c'est que tu as parlé à un moment du cinéma français. Et moi je suis un gros fan du cinéma français. L'année dernière, en plus de ça, était hyper intéressante sur comment le cinéma français a un peu surpris tout le monde avec Le Comte de Monte-Cristo qui a fait des entrées pas possibles, L'Amour ouf qui a suivi aussi qui a fait quand même 5 millions si je me trompe pas au niveau de L'Amour ouf, ce qui est assez surprenant. Un petit truc en plus, bon bah voilà, ça a été le carton. On a eu une année vraiment énorme sur le cinéma français. Moi j'aimerais bien savoir ton rapport toi avec le cinéma français. Eh ben, très bonne question. En fait, comme je disais tout à l'heure au début, là, quand tu me demandais un peu mon parcours de spectateur, il a été assez tardif parce que bah, j'étais biberonné au cinéma américain et du coup, j'étais un peu dans la posture du jeune connard arrogant qui fait ouais, mais les Français, c'est que de la merde, c'est que des films avec deux gars autour d'une table, c'est pourri, machin. Donc, un peu les clichés qu'on peut avoir. Et puis, j'ai eu des amis déjà qui m'ont ouvert les yeux sur le cinéma français. Le fait de pouvoir rentrer chez Allociné et de découvrir aux côtés de plein de collègues, justement, aussi bien des classiques que ce qui se faisait aujourd'hui, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et aujourd'hui, je suis tellement content de voir le cinéma français. Voilà, alors tout n'est pas bien, évidemment. Des fois, il y a des comédies un peu paresseuses ou des trucs comme ça. Des fois, il y a des films d'auteur un peu chiants, mais finalement, un peu comme partout. Comme aux US, tout n'est pas réussi. Mais surtout, moi, qui suis un amoureux, voilà, comme tu l'as compris, du genre et de la pop culture, de voir toute une génération de cinéastes s'emparer du genre. Le dernier en date, c'est L'homme qui rétrécit. C'est trop cool de voir un film français adapté d'un classique de la SF des années 50, donc d'un roman américain et d'un film de 57, quoi. C'est trop bien de voir ça. Comme tu disais, L'amour ouf, qui est ultra moderne dans son approche, Le Comte de Monte-Cristo, qui est à moitié un film historique, à moitié un film de super-héros. Euh, Tu citais un petit truc en plus que moi, voilà, j'ai beaucoup aimé, alors que oui, qui révolutionne peut-être pas la mise en scène, mais qui propose une espèce de sentiment de fraternité voilà, avec plein de choses. Et c'est hyper cool de voir tout ce que le cinéma français est capable de proposer. Et souvent, malheureusement, en fait, c'est un peu réduit, mais de la même manière que moi je le réduisais étant plus jeune, à le cinéma français, c'est un peu nul, machin, etc. Et en fait, quand on donne sa chance au cinéma français, on voit qu'il y a une multitude de propositions, des super bons comédiens, des super metteurs en scène ou metteuses en scène. Et donc, ouais, on a vraiment eu de la chance d'avoir ce cinéma-là. C'est vraiment un truc un peu unique au monde. On parle souvent de l'exception culturelle française, mais c'est vraiment vrai. À part peut-être Bollywood, qui a vraiment un cinéma, enfin ils ont un cinéma à eux, quoi. La Chine, qui est une espèce d'empire autosuffisant en cinéma, et peut-être Nollywood au Nigeria. Mais sinon, voilà, tous les autres territoires sont quand même vachement infusés par la cinéphilie américaine. Et de voir qu'en France, on a quand même ce bastion de résistance, on arrive à continuer à proposer plein de trucs et plein d'histoires. Moi, je trouve ça hyper cool. Donc mon rapport était compliqué au début et aujourd'hui, je ne peux qu'embrasser tout ce que fait le cinéma français. Oui, et ça permet. Alors, je préviens juste, c'est possible que ça coupe. Si vraiment ça vient à recouper, je te renverrai un lien. D'accord. Puisqu'on passe par Zoom, hein, pour ceux qui Ah, nous c'est ça, oui, entendent. c'est on a 45 minutes, 55 minutes, c'est C'est ça? ça. Alors, j'avais cru comprendre que quand on était que deux, on avait plus, mais là, ils me disent qu'il reste que 10 minutes. Donc, bon, on recoupera. Enfin, je renverrai un lien directement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je voulais, ouais, effectivement. Enfin, moi, je suis un gros fan de cinéma français et j'aime beaucoup comment. On peut avoir des propositions hyper intéressantes. Enfin, moi, par exemple, mon film que j'ai préféré cette année, c'est La Pampa, Mhm. qui m'a énormément surpris et qui, je trouve, a été un film absolument génial. Mais j'aime aussi, petit à petit, j'aime découvrir le cinéma d'auteur. Et je voulais aussi savoir, toi, ton ressenti par rapport au cinéma là. Quels sont
Quels sont tes auteurs préférés, enfin tes réalisateurs préférés qui vont aller, qui vont être plutôt du côté du cinéma d'auteur? Français ou en général? Français, enfin français et général, enfin tout le monde. Il y a pas, là c'est plus vraiment le cinéma Euh, d'auteur en règle Ouais, générale. non, c'est une bonne question. Cinéma d'auteur. Parce qu'en fait, j'ai essayé de regarder plein de trucs. Mais est-ce que j'ai... En fait, j'ai vraiment du mal à avoir des cinéastes cultes. Après, bon, comme je disais, bon, il y a vraiment Nolan, mais enfin, je ne suis pas très original en disant ça, mais Nolan et Villeneuve qui font du blockbuster d'auteur. Donc, pour le coup, qui ont vraiment un parcours à part. Mais j'essaie de réfléchir s'il y a des trucs qui me parlent de... Enfin, voilà, quelqu'un où je me dis, je vous prends. En fait, le truc, c'est que j'essaie de voir tout ce qui sort. Bon, ça me prend du temps et j'y arrive pas forcément. Mais dernièrement, par exemple, j'ai vu, comment ça s'appelle? Muganga. Je sais pas si tu as vu ce Ouais. film. Non, je veux aller le voir avec ma sœur Incroyable. parce que ma sœur a très envie de le voir. Un film incroyable, une claque énorme. J'y allais un peu en me disant, bon, ça va être un... Parce qu'en fait, il y avait déjà un biopic qui avait été fait sur ce monsieur au parcours hallucinant. Et je m'étais dit, bon, bah, ça va être juste un peu le biopic Wikipédia. Et en fait, le film est d'une puissance hallucinante. Isaac de Bancolé est incroyable. Et donc, en fait, quand on découvre des propositions comme ça, j'ai oublié honteusement le nom de la réalisatrice que je vais retrouver de ce pas. Alors, attends, Je l'ai plus Muganga. là de tête. Mais ouais, je sais que ma sœur voulait absolument le voir. Je m'étais pas intéressé du tout au film. Et ma sœur voulait voir le film. Et donc on doit. Je crois qu'il est encore en diffusion là, du côté de la salle, ça, arrêt J'espère. essai dans mon cinéma. Il est en diffusion et on va essayer d'aller le voir avec ma sœur. Mais en tout cas, voilà, c'est même, pardon, Marie-Hélène Roux. Donc voilà, donc typiquement des gens comme ça. Donc moi, je connaissais pas forcément beaucoup le parcours avant. Mais en tout cas, ouais, en auteur français, il y en a plein. Voilà, tout ce que fait, moi, je sais pas, Agnès Jaoui, je sais pas si on peut la classer comme autrice, mais voilà, j'aime beaucoup. Ça peut être Céline Sciamma, ça peut être, je sais pas, là, va y avoir le film de François Ozon. Qui a l'air Euh, super. Ouais. voilà, qui a l'air très, ouais, parce que c'est hyper dur à adapter l'étranger, donc qui a l'air très très froid. Et donc en fait, ouais, on a vraiment plein de pattes intéressantes. Et on a aussi surtout des petits jeunes qui arrivent aussi, qui sont chouettes. Donc non, non, c'est vraiment moi, chaque fois j'encourage, je dis donnez sa chance au cinéma français, même si c'est que pendant la fête du cinéma, parce que ça vous aura coûté 5 euros et que vous vous dites, je vais pas craquer 15 euros sur un film que je connais pas. Encore une fois, je comprends. Mais faut vraiment essayer parce que voilà, là, il y a, bah, cette semaine, il y a Arco qui est sorti, le film d'animation. Je l'ai vu cet Hyper après-midi. chouette. C'est mon second film préféré de l'année. J'ai Ah adoré. ouais, c'est J'ai trop. trouvé Enfin, ça une sorte fantastique. de Ghibli français, quoi. Le truc, il est un peu sorti de nulle part, complètement improbable, et c'est vachement bien. Donc, et là, quand on voit, bah, tu vois, mercredi dernier, on a Camelot, on a L'homme qui rétrécit, on a Arco, notamment, tu dis, putain, mais il n'y a aucun pays qui peut proposer ça la même semaine, quoi. Et ça continue la semaine prochaine. Hein. Il y a l'étranger de Ozon et il y a dans un truc un peu plus mainstream, il y a Yoroi enfin pas Oui, de exactement, Orelsan, ouais. hein, mais Ouais. je vais pas dire le nom du réalisateur parce que je vais l'écorcher, mais en tout cas avec Orelsan qui arrive dès la semaine prochaine. Donc on a en plus cette possibilité d'avoir des choses plutôt grand public. Je pense aussi, du coup, cette semaine, il y a aussi la petite dernière Zafti Herzi que moi Oui, j'ai pu voilà, voir ouais, bah, en Asia Herzi, avant-première qui est ce que, absolument géniale. ce que fait Abzia Euh, Herzi est vraiment, elle a réussi à, je sais pas comment on pourrait dire, parce que ça serait injuste de dire elle a pris du cinéma de Keshish, mais en tout cas, on voit qu'elle s'est assez nourrie, mais tout en trouvant sa propre voie. Elle arrive à capter ces espèces de trucs de vie, je sais pas comment dire, mais de vie quotidienne, et en même temps, c'est hyper cinématographique ce qu'elle fait. Et c'est hyper fort ce que fait Abzia Herzi. Donc ça, Totalement. c'est Bah, il faut aller voir, ouais. j'ai pu le voir en plus en avant-première, moi, donc c'était avec elle, avec la présence d'Aftierzi, et c'était vraiment génial. Pour éviter de te couper en pleine phrase, en pleine explication, On j'ai une coupe question à te maintenant. poser. C'est ça, je vais couper maintenant le zoom et je te renvoie un lien directement. Alors, du coup, je voulais te poser une question qu'on a posée dans le chat. Les gens te disent bonjour, les gens aiment Bonjour beaucoup. tout le monde et surtout shootez vos questions parce que j'adore répondre aux questions. Allons-y. Alors, c'est une question, le but n'est pas de te mettre dans la sauce si c'est enfin si c'est dérangeant ou quoi que ce soit de répondre. Il n'y a pas de souci, tu me le dis, mais il y a quelqu'un qui marquait comment Johan voit l'évolution du cinéma français justement avec le rachat, entre autres Bolloré qui rachète UGC. Là, par exemple, dans ce cas-là. Oui, parce que oui, c'est vrai qu'il y avait les trucs de Canal qui va racheter UGC. À date, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, en tout cas, j'espère pas. Après, en fait, ce qu'il va falloir suivre avec attention, c'est la nature de la programmation dans les salles UGC.
Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire que si les salles UGC commencent à programmer qu'un certain type de film, à occulter les autres et tout ça, parce que les salles UGC, bah, il y en a des très grandes, un salle des Halles, je ne sais plus combien il y a de salles, il y en a 23 ou 24. C'est le Normalement, plus grand cinéma du monde, voilà, il y si a de je me quoi trompe mettre, pas. il y a de quoi mettre beaucoup de films différents. Si on se rend compte à la longue qu'il y a, voilà, il y a moins de films que prévu, ça sera embêtant. Mais à date, en tout cas, c'est surtout une espèce de force de frappe franco-française qu'il faut suivre avec attention. Mais j'espère que, voilà, que ça ne nuira pas à la diversité du cinéma français, parce que c'est pas le but, au contraire. Mais donc voilà, donc en fait, à date, c'est dur d'avoir un avis, quoi. Oui, pour l'instant, c'est qu'un communiqué qui a eu Ça, de la ouais. part du groupe Bolloré sur ça, quoi. J'ai aussi une question donc du chat aussi, qui me marque. Est-ce que le cinéma français tente suffisamment de choses selon toi? Ça, c'est une très bonne question parce que, en fait, à la fois la force et un peu la limite du cinéma français, c'est le mode de financement. Contrairement aux US où bah, tout part d'un grand studio et puis après ils gèrent les droits, machin, etc. En France, il y a quand même une grande partie du financement d'un film qui vient des télés. Or, les télés, elles sont là plutôt pour, quand elles diffusent le film un dimanche soir, arriver à fédérer, je sais pas, entre 4 et peut-être 10 ou 12 millions les jours où il y a des énormes succès, voilà, en tout cas de téléspectateurs devant leur poste. Et donc, le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire des trucs très, très mainstream et donc de ne pas prendre de risques. Et donc, en fait, la limite, elle est vraiment là. C'est comment on arrive à continuer à prendre des risques et à explorer voilà, des nouveaux territoires et c'est là où c'est des fois un peu malheureux à dire, mais où les plateformes aident quand même pas mal. C'est-à-dire que je dis pas que tout est bien et que Netflix est l'avenir, hein, loin de là, mais c'est que quand on voit par exemple le renouveau du cinéma d'action français, emmené notamment par Alban Lenoir, c'est vachement porté par Netflix qui mise beaucoup sur les films d'action. Après, on pense ce qu'on veut de ces films d'action-là, mais cette proposition de dire on a presque Alban Lenoir qui est devenu notre Jason Statham français, ça ne peut exister que parce que ça vient des plateformes et parce qu'elles disent, bah, nous, notre public, il veut plutôt voilà, des films de genre. Et donc, en fait, la vraie limite, c'est ça. Et il y a des pépites de cinéma de genre. L'autre fois, je me suis repenché sur un film qui s'appelle La dernière vie de Simon. Je ne sais plus combien il a fait d'entrées. Je crois qu'il n'y a même pas 50 000 entrées, alors que le film est fabuleux. Et en fait, c'est typiquement des films qui trouvent pas leur public parce qu'ils n'ont pas la bonne promo, qui seront pas diffusés à la télé parce qu'ils sont un peu trop niche. Et en fait, c'est typiquement des films qui pourront désormais, je pense, exister grâce aux plateformes. Donc, je pense que les plateformes, en tout cas pour revenir à la question, les plateformes ont un vrai rôle à jouer dans le fait que le cinéma français pousse un peu les barrières et prenne des risques. Et on voit en tout cas qu'il y a des vraies tentatives. Alors, je sais pas si on peut dire que les séries, c'est du cinéma, mais comme je disais tout à l'heure, tout s'hybride un peu. Mais je sais pas si vous avez vu la série Sentinelle, mais c'est vachement bien, quoi. Et quand on voit la proposition de la série Sentinelle, voilà, enfin en tout cas histoire de super-héros française dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, avec un résultat qui est vraiment canon, c'est vraiment cool de voir ça, quoi. Donc de plus en plus, je pense qu'il y a de toute façon toute cette nouvelle génération biberonnée à un cinéma plutôt mondial qui va arriver à apporter sa patte française dans tout ça. Mais après, on en revient toujours à la question du financement et de qui tient un peu voilà, les budgets. Donc il faut aussi que les chaînes françaises fassent confiance. Je leur lance un appel, je ne sais pas si elles regarderont, mais fassent confiance aux cinéastes qui veulent essayer de défricher ces terrains-là, quoi. Mais on a encore un super exemple, mais c'est Arco. Arco qui, donc Hugo Bienvenu, si je me trompe pas, c'est son premier long métrage. Ouais. Avant, c'était que des courts métrages et de la BD, je crois, si je ne Oui, c'est ça, ouais, m'abuse. tout à fait. Ouais, ouais. Et en fait, bon, bah déjà, il s'est fait soutenir par Nathalie Portman et toute sa maison de prod, donc c'est bon. C'est déjà quelque chose qui est plutôt cool. Mais il y a aussi Netflix. Enfin, au début du film, il y a le logo Netflix qui apparaît, donc du coup, qui suppose que Netflix ont mis des billes dedans et c'est super parce que ça reste un film d'animation, donc déjà je pense que c'est quelque chose de compliqué à financer en France parce un film d'animation c'est toujours un peu malheureusement peut-être perçu comme du cinéma pour enfants, alors que là pour le coup Arco peut aussi bien parler à des enfants qu'à des adultes. Non, il y avait les deux dans ma salle, hein. Il y avait des personnes âgées, des enfants, il y Ouais, avait ouais. moi entre les deux, enfin vraiment ça, tout le monde était conquis par Arco, mais ouais, c'est hyper important d'avoir. Alors, on a aussi la chance en France d'avoir toute cette idée de financement par le CNC. Dès qu'on va payer un billet, on va avoir une partie du billet qui va. Enfin, j'en parle souvent en live parce que moi, c'est quelque chose que je trouve être hyper intéressant et qui est pas partout, qui permet à des nouveaux auteurs d'avoir avoir
au moins un petit peu d'argent pour faire des films grâce à ça. Mais oui, non, c'est sûr que c'est hyper intéressant et du coup, ça a fait un peu réagir les gens dans le chat qui ont été plutôt d'accord avec toi sur ce que tu disais et qui, pareil, effectivement, reproche que moi j'ai pu voir par exemple quelqu'un qui disait comme quoi peut-être le seul souci c'était que les gens effectivement n'allaient pas vers l'original quand ils vont voir un film français, généralement, bah, ils vont vers ce qu'ils connaissent, mais sans aller forcément vers l'original. Mais moi, j'ai aussi une vraie question là-dessus. Toi qui as connu plusieurs périodes du cinéma, est-ce que tu as des moments, et en l'occurrence, en ce moment, on sait que c'est une période très compliquée au niveau des fréquentations des salles. Alors, depuis le Covid, on avait eu l'année dernière qui avait été un peu exceptionnelle, mais là, j'ai l'impression que cette année, ça se recasse un peu la gueule. Toi qui as pu voir ça sur plusieurs années, est-ce que tu penses que les salles pourraient s'arrêter petit à petit, ou est-ce que tu penses que c'est juste une année qui fait que, mais ça va reprendre, que c'est cyclique, quoi. Non, non, c'est une bonne question. Effectivement, l'année dernière, alors c'est vrai que bah, tu prenais les exemples tout à l'heure, entre Monte Cristo, L'Amour ouf et un petit truc en plus, déjà, il y avait une espèce de vivier d'entrée absolument hallucinant. Là, c'est une année un peu sans, en tout cas en deçà. Je crois qu'il manque, au final, à la fin de l'année, il manquera peut-être 20 millions d'entrées par rapport à une année, on va dire, correcte. Le truc, donc, pourrait être inquiétant si 2026 s'annonçait pourri, mais je vous invite à regarder le line-up 2026. Rien que le line-up américain est déglingo. Et si on ajoute à ça voilà, les propositions françaises, normalement tout le monde est au cinéma en 2026. Si ça déconne pas trop et si c'est pas la fin du monde d'ici là, ça devrait repartir. Donc moi, en tout cas, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus et j'ai quand même l'impression que il y a quand même plein de gens, et tu vois, tu en fais partie, et sans doute les gens qui nous regardent aussi, l'envie de vivre la découverte des films, déjà bah, dans les super conditions que peut offrir un cinéma, mais aussi de vivre l'expérience collective. C'est vraiment un vrai truc. Souvent, on peut dire, ouais, mais les gens qui nous parlent d'expérience collective, j'en ai marre des bruits de popcorn et tout ça. Il y a ça, mais il y a aussi le fait de rire tous ensemble, de sursauter tous ensemble, de pleurer tous ensemble. Voilà, je voyais des gens dans le chat qui parlaient d'Arco et de l'émotion qui se dégageait du film. Et ça, c'est un truc que seul cinéma, le cinéma peut proposer. Et c'est pour ça que voilà, si plus tard vous avez des enfants, et je vous le souhaite en tout cas d'être jeunes parents, il faut arriver à emmener aussi les enfants au cinéma et de dire, et ça fait partie, voilà, tu peux regarder des trucs sur Netflix, tu peux jouer à ta console, machin, mais de temps en temps, il faut qu'on aille vivre cette expérience tous ensemble. Donc tant qu'il y aura cette espèce de souffle de spectateurs qui sera porté, moi j'ai tendance à voilà, à pas m'inquiéter. Après, j'ai peut-être tort, hein. Mais en tout cas, l'année 2026, j'espère, me donnera raison sur le fait que les gens vont revenir en masse en salle et que ça va être une année assez monstrueuse, je pense. Ouais, bah oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression que c'est en globalité. Enfin, moi qui ai beaucoup, enfin, qui a suivi les 3 dernières années, on va dire vraiment énormément en allant en salle quasiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. J'ai l'impression qu'on est sur une année, même dans le cinéma américain, qui est assez light. Et en fait, un peu comme l'année dernière, tout va arriver d'un coup. L'année prochaine, Dune 3, l'Odyssée, j'ai vu aussi des. Enfin, je sais plus ce que j'avais vu comme programmation, mais c'est assez fou tout ce qui nous attend l'année prochaine. Euh, et quelqu'un demandait est-ce que le cinéma souffre pas aussi du manque de marketing. Euh, le marketing, pour le coup, il y en a. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, en tout cas aux US, c'est souvent un truc qui n'est pas connu. C'est-à-dire que quand on se dit quand un film coûte 200 millions, s'il a rapporté 200 millions, c'est bon. En fait, pas du tout. Quand un film coûte 200 millions, il y a au moins 100 à 200 millions en plus de marketing. Donc, en fait, pour qu'un film qui coûtait 200 millions soit rentable, il faut qu'il gagne entre, ouais, on va dire, au moins 500. Donc, ça, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Donc, du marketing, il y en a. Par contre, ce qui a changé, peut-être, moi, par rapport à la jeunesse que j'ai connue, je vais parler voilà, d'un temps que vous n'avez pas forcément connu, mais c'est qu'en fait, les réseaux sociaux et le monde dans lequel on vit ont tout accéléré. Donc en fait, on est tellement noyé sous les sollicitations, sous les notifs, sous les scrolls, voilà, sous plein de trucs, on a beau te montrer, je sais pas, Running Man, et en fait, 2 secondes après, tu es déjà passé à Jurassic, et 2 secondes après, tu es déjà passé à autre chose. Et donc en fait, la vraie difficulté, et c'est peut-être aussi pour ça que les budgets marketing augmentent, c'est qu'en fait, il faut tout le temps faire du bruit, mais que c'est un bruit que les gens oublient très très vite. Là où avant, enfin moi je me souviens, je parlais tout à l'heure de 93 Jurassic Park, les mecs ils ont fait une bande-annonce dans laquelle on voyait même pas les dinosaures.
C'était genre octobre, il y a ça qui arrive, tu vois le sol qui tremble, tu fais OK, je serai en salle. Aujourd'hui, tu sors Jurassic Park, bah, il y en a eu un en juillet là, tu es obligé d'en parler un an avant. Tous les 2 mois, tu sors une nouvelle photo, un nouveau poster, un nouveau machin. Et au final, ça se noie un peu. Donc, c'est pas tant qu'il n'y a pas de marketing, c'est surtout qu'il y a plus de bruit, j'ai l'impression. Et c'est pour ça, on en revient aussi bah, à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que la, la, la connectivité, voilà, en tout cas les univers connectés, et la franchisation à outrance, ça vient aussi de là. C'est-à-dire que à partir du moment où on arrive, je sais pas, à avoir 1 million de followers sur un compte Jurassic, bah, on va plutôt se baser sur ces gens-là qui sont déjà voilà, actifs et des spectateurs qui peuvent percevoir la promo qu'on va faire, et on va décliner Jurassic à l'infini parce qu'on sait qu'on a déjà ce vivier d'1 million de gens. Alors que si sur des films originaux, il faut que je démarre à zéro à chaque fois, bah, c'est compliqué. Donc c'est là aussi où il y a des sur-IP genre Marvel, dans lequel, voilà, ouais, dans le drapeau Marvel, tu peux faire rentrer plein de films finalement. Et donc en fait, en ayant plein d'abonnés à Marvel, après tu vas pouvoir faire ruisseler tout ça. Donc en fait, la difficulté, elle vient de là aussi, d'une audience de plus en plus morcelée, les réseaux qui se sont mêlés de ça. Donc c'est très, ouais, très compliqué. Mais de dire qu'il y a moins de marketing, je pense pas. Pour le coup. Longue réponse, je fais des trop longues réponses, je suis Mais confus. non, c'est très très bien, c'est passionnant. Je sais que dans le chat, ils diront la même chose. J'ai vu des retours dans cette même idée-là. Non, mais je trouve ça hyper intéressant de t'entendre parler de cinéma parce que, bah, en plus de nous, je dis nous parce que je pense que dans le chat, ils ont plutôt mon âge et je pense qu'ils ont aussi. Alors, il y a des gens qui suivent le cinéma depuis qu'ils sont enfants. Moi, je sais que j'ai une cinéphilie qui est arrivée assez tard dans ma vie. J'avais 17-18 ans quoi, quand ça arrivé et aujourd'hui j'en ai 22 et c'est vraiment là où je suis le plus passionné et que ça risque de continuer. Hein, pour le coup, je pense que là, ça va pas se perdre. Mais du coup, c'est ça où c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que tu as aussi une vision sur plein d'années, comme tu dis, avec Jurassic Park par exemple en 93, où tu as pu voir comment a été amené ça et pourquoi ça a été un si gros succès. Et moi, j'ai même une question qui va dans ce sens-là. Il y a un côté, comme tu dis, tu t'en as parlé hein, aujourd'hui de la génération TikTok, on est sur TikTok, mais c'est malheureusement le cas j'en fais partie, hein, d'aller tout hyper vite, de regarder des vidéos de 30 secondes et de trouver ça limite trop long. Et le cinéma, ça peut être un vrai problème. Il y a des gens qui peuvent trouver ça beaucoup trop long, alors que, en fin de compte, pas du tout. C'est juste qu'on est trop habitué à manger des choses en direct et pas se poser devant quelque chose. Dans cette même idée-là, c'est un peu la même chose avec les films et les sorties de films. On regarde un film, on l'oublie déjà qu'on regarde le deuxième et ainsi de suite et ainsi de suite. Est-ce que tu trouves qu'il y avait quelque chose qui était différent à l'époque sur ce genre de consommation et d'événements au cinéma ou pas? Alors, tu poses des très bonnes questions. Je me Merci. permets de te le dire. Non, non, nous, un vrai truc qu'on a constaté, au-delà de la façon dont on consomme, ça, on pourra en parler après, mais c'est qu'il y a un truc qu'on adore, il y a que nous qui adorons ça, mais j'imagine que toi, tu le fais pareil, en tout cas tous les gens qui aiment le Cinoche, on adore fêter des anniversaires. Tu sais, tu dis, ah, c'est les 19 ans de The Mask, Voilà, on adore faire ça. Et en fait, donc du coup, pour préparer ça, on prépare souvent des espèces de calendriers où on dit, bah tiens, la semaine prochaine, ce sera les 20 ans de tel film, les 15 ans de tel autre film. Et en fait, en regardant ça, c'est assez intéressant de voir que il y avait moins de films, enfin en tout cas moins d'œuvres disponibles avant, mais notamment dans les années 90, qui était un peu la décennie phare du film concept. Mais les années qui sont notamment reconnues, genre 99 et 94, qui sont des années hallucinantes où tu as presque un film culte par semaine. Et c'est-à-dire on pourrait se dire, oui, non, mais ils sont devenus cultes avec le temps. Non, c'est que quand tu les voyais, tu disais, putain, ce film-là, on en reparlera. Moi, je me souviens quand j'ai vu Fight Club en salle, tu te prends une espèce d'uppercut dans le bide et tu dis, putain, Fight Club, c'est un film qui va rester. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de production. Donc tant mieux parce que ça permet à plein de gens de raconter leurs histoires et aussi bah, c'est quand même une industrie derrière à plein de gens d'y travailler. Mais par contre, sans dire que c'est mauvais, je trouve que ça s'est nivelé par le milieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs regardables, mais comme tu disais, oubliables. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que, voilà, tu vois,
chaque semaine, tu as chaque plateforme qui arrive avec son vendredi, là, il te balance deux, trois films, trois, quatre séries à binger, machin, etc. Tout le monde les regarde un peu en vitesse, et puis en fait, tu dis, bon, il y a quoi d'autre maintenant, c'est quoi la suite? Donc on est pris dans un espèce de rouleau compresseur Alors, est-ce que c'est des œuvres ou est-ce que c'est des produits? Je ne sais pas. Mais du coup, ça rend tout ça un petit peu passable. Donc pas nul, encore une fois. Moi, je vois des trucs chouettes ou en tout cas sur lesquels je passe des bons moments. Mais après, quand je fais, attends, j'ai vu quoi cette année? Et en fait, tu as oublié. C'est-à-dire, des fois, tu te dis, mais ça, est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on l'a pas vu? Donc on te raconte l'histoire. Tu fais, ah oui, je crois que je l'ai vu. Ça, c'était le truc avec la poursuite en bagnole. Et en fait, tu sais plus trop ce que tu as vu. Et je trouve que c'est vraiment ça qui a changé dans la. Donc forcément, ça impacte la consommation, mais c'est surtout une surproduction au départ qui fait qu'au lieu de. Donc c'est un peu bizarre parce que comme je disais, moi je suis très content que plein de gens puissent raconter leurs histoires, mais à raconter trop d'histoires, est-ce qu'on dilue pas un peu le propos et qu'en fait on ne devrait pas se reconcentrer sur certaines très bonnes histoires? Et ça c'est voilà, tu vois, c'est une vraie question aussi à laquelle j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, nous c'est un truc voilà, qu'on a constaté. Et après, du côté des consommateurs, qu'est-ce qui a changé là-dedans? Moi, le seul truc qui m'interroge, c'est pourquoi des films paraissent longs à des gens qui sont par contre capables de se binger toute une saison Une en une saison. soirée. Ouais. Donc, je me dis, voilà, un film de 2 heures versus 8 épisodes d'1 heure. Normalement, alors certes, c'est pas construit pareil. Une série, on sait très bien qu'il y a des temps forts, il y a le cliffhanger à la fin de chaque épisode. Il y a aussi certains moments où tu peux, t'es sur ben, ce qu'on appelle le deuxième écran, c'est-à-dire que tu es à moitié sur ton smartphone et tu as une oreille, voilà, donc tu n'as peut-être pas la même attention que sur un film. Mais je trouve ça dommage que des fois le cinéma soit considéré comme ça, justement par la génération streaming qui a plutôt tendance à dire, moi, c'est le format série qui m'intéresse et le cinéma moins, alors que les deux ont énormément de bonnes choses à apporter. Et souvent, moi, la différence que je fais encore une réponse beaucoup trop longue, Il n'y a pas de souci. euh, c'est que souvent on dit le cinéma, c'est l'art de l'ellipse. Je sais plus quel cinéaste disait ça, mais en fait, il disait le cinéma, vous commencez une scène à la fin de la scène, en fait, c'est-à-dire à la fin d'un dialogue ou à la fin d'une action. Et là où les séries, en fait, elles montrent presque tout, elles racontent voilà, les tergiversations de chaque personne. Si machin doit aller jusqu'au frigo, tu vas le suivre jusqu'au frigo. Donc les séries vont dans le détail des choses, mais des fois à rallonge, là où le cinéma va à l'épure, et vraiment, c'est l'art de l'ellipse. Et je trouve que c'est deux façons de raconter des histoires qui, moi, me plaisent bien, mais c'est dommage d'en occulter une pour l'autre, quoi. Donc, j'encourage vraiment les gens qui ne jurent que par les séries à des fois faire un peu les efforts de regarder des films. Et voilà, vous aurez des surprises passionnantes, quoi. Oui, les deux sont compatibles. On peut être fan de séries et de films, et la plupart des fans de cinéma sont fans de séries aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette culture de fans de séries sans s'intéresser au reste. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ta réponse, c'est tu as parlé de tout le détail autour de la surproduction qu'il peut avoir. Et maintenant, j'ai même l'impression que les films qui vont nous rester en mémoire, là j'en ai un dernièrement principalement, les films qui vont nous rester en mémoire et qui peuvent avoir cette idée un peu est-ce que je peux dire ça comme ça, mais Spielbergien, je trouve, dans cette idée d'avoir quelque chose d'extrêmement fort, un bon film, un très bon film, mais qui en plus va être fort. J'ai l'impression que maintenant ça va être sur les films qui font débat et qui vont vraiment créer une scission entre des gens qui aiment énormément et des gens qui aiment pas du tout. Je pense dernièrement à Babylone, moi qui est un film que j'adore énormément, Ouais, ouais. et je suis persuadé que ce film deviendra culte. Et je pense qu'il est déjà culte en fait. Je pense qu'il y est déjà. Mais il y a un vrai truc avec Babylone où les gens sont séparés en deux sur ce film-là. Et c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais on reste quand même, enfin pour moi, je trouve sur un très bon film. Et c'est vrai que des Babylone, bah, dernièrement, j'en vois pas énormément, quoi. Ou en tout cas, je vois des films qui m'ont marqué, mais qui ont un statut culte comme ça. Effectivement, c'est des choses qui se font de moins en moins. Oui, non, tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Et puis après, il y a aussi, bah, les réseaux sociaux participent à ça. Quand je dis ça, je suis pas du tout anti-réseau. La preuve, tu vois, comme tu disais, on est sur TikTok. Moi, voilà, je vais sur les réseaux tous les jours, il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu, et ça rejoint un peu la question sur le marketing. Tout à l'heure, les studios surutilisent aussi un peu les réseaux pour créer des hypes qui, des fois, quand tu découvres le film, tu fais ouais. Ok, c'était sympa, mais sans plus. Et moi, je trouve ça un peu dommage aussi, c'est-à-dire que de créer des hypes factices, certes, ça va peut-être aider le film le premier week-end ou la première semaine, mais au final, ça se retournera contre lui d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y aura plein de gens surhypés qui vont se dire, bon, finalement, c'était sympa, mais ça valait peut-être pas le coup. Et ça, c'est un truc que je regrette un peu aussi. Voilà, je fais juste un aparté là-dessus, mais j'y pensais parce que là, justement, je m'étais ouvert un truc pour re-regarder l'année cinéma. Et tu vois, moi, par exemple, Sinners,
que j'ai pas du tout détesté, que je trouve plutôt sympa. Michael B. Jordan, il est super. Le fond du film et l'univers du film sont intéressants. Mais je sais plus quelle note il avait sur Oui, Rotten ça, Tomatoes et tout ça. c'était abusé, ouais, Voilà, totalement. 98% de bonnes notes. Tu fais, mais non, c'est un film de vampire. Regardez Une nuit en enfer, 96, c'est à peu près le même film et c'est mieux. Et voilà, donc des fois j'ai du mal à comprendre un peu comme si le cinéma existait que depuis 5 ans, quoi. Et Oui. donc voilà, c'est juste ça que je regrette un peu. Non, je comprends totalement. J'ai envie de reparler avant qu'on se quitte, hein. Je vais pas te tenir, enfin, je vais pas Ah, mais moi je peux te parler déranger toute la trop nuit de longtemps. cinéma, hein, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai beaucoup envie de reparler un peu de ton expérience. N'hésitez pas, encore une fois, hein, sur le chat, si vous avez des questions pour Yohan Sardé, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas, je vous lirai. J'ai envie de parler un peu de ton expérience et des festivals. Je t'explique pourquoi. Je suis un gros fan des festivals. En tout cas, c'est une des parties du cinéma qui m'a toujours donné envie. J'habite à côté de Gérardmer. Je pense qu'en janvier, je vais me faire le Fantastic Art, festival international de films de genre. Je crois que c'est Ouais, ça, ouais, tout à à fait. Gérardmer. Ça fait des années que j'en entends parler. Et en fait, j'habite vraiment à 30 minutes. Ah Et oui, j'y parce que suis. quand tu as parlé des Vosges tout à l'heure, je me suis dit, il doit passer son temps à Gérardmer. Malheureusement, en fait, j'ai jamais, principalement à cause du boulot, mais depuis que je suis fan de cinéma, j'étais à Nancy. Et donc Nancy, c'était compliqué de revenir à Gérardmer exprès pour ça. Et là, depuis peu, j'ai eu un boulot qui fait que je pouvais pas. Mais normalement, il y a des vacances qui sont prises pour ce janvier-là pour aller à Fantastica. Mais j'adore le concept de festival, j'adore cette idée de rassembler des fans de cinéma pour parler de cinéma et pour voir des films. Et je sais que tu as pu faire plusieurs fois Cannes. Ouais, tout à fait. Et je suis curieux d'avoir toi ton ressenti sur les festivals. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ton expérience personnelle, une séance, un festival qui t'a marqué pour telle et telle raison. Alors déjà, de manière générale, moi j'adore l'ambiance festival. Je trouve ça, voilà, comme tu l'as décrit, hyper cool. En fait, c'est que tu te retrouves vraiment avec que des passionnés, quoi, la plupart du temps. Il y a des festivals, on va dire, à plus ou moins échelle humaine, c'est-à-dire que Cannes, c'est vraiment le festival. C'est Donc, Disneyland. voilà, non, mais c'est énorme. Et puis, il y a tellement de gens, tellement de barrières, d'accréditation, de garde du corps, de machin, que tu n'as pas forcément. Nous, en tout cas, voilà, en étant accrédité pour un média comme Allociné, on avait vraiment tous les accès. Mais je sais que j'ai vu des tonnes de cinéphiles vraiment passionnés qui viennent en smoking toute la journée avec les petites pancartes pour essayer de trouver des places, et que ces gens-là, voilà, galèrent pour avoir des places alors que ce sont les premières personnes à qui on devrait donner l'accès. Là où en fait, il y a tous les gens qui n'aiment pas spécialement le cinéma, mais parce qu'ils ont une invite pour monter les marches, ils les montent. Donc ça, c'est un peu le truc regrettable des très gros festivals. Et après, il y a des festivals plus à taille humaine où là, ça vit comme un peu dans un petit village et tu peux croiser des gens voilà, plus ou moins connus, mais de manière très humaine, et ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est vraiment pour l'ambiance. Moi, après, ce que j'adore en festival, au-delà de ce rassemblement de communautés, et notamment à Cannes, je trouve ça incroyable, Cannes, pour ça, c'est que c'est des films sur lesquels on ne sait rien avant de les voir. On est aussi dans un monde, comme on disait tout à l'heure, surconnecté, où finalement, avant même qu'un film sorte, le bon exemple, c'est les Marvel, tu vas presque en salle pour cocher des cases de bingo et pour voir s'ils ont tout ce qu'ils annonçaient dans la bande-annonce ou dans les rumeurs ou sur Reddit ou je sais pas quoi, si tout est dans le film. Quand tu vas à Cannes, tu as éventuellement une photo du film, un synopsis et le nom du réal, et tu sais pas ce que tu vas voir. Des fois, tu t'emmerdes, des fois, tu te prends des claques dans la gueule, mais en tout cas, il y a toujours un truc qui se passe et surtout, tu découvres des choses. Et moi, c'est un peu ce que m'a enseigné aussi la cinéphilie. Comme je disais, pour reboucler avec le début, je viens d'une cinéphilie très très US, vidéo club. Et en fait, sur mes premiers Cannes, j'ai vu des films russes, des films ouzbeks, des films afghans, machin, des films brésiliens. Et d'un coup, en fait, c'est comme si ça t'ouvrait plein de petites fenêtres sur le monde, sur les regards d'autres gens, sur la manière de raconter des histoires, sur des vies différentes. Et ça, c'est vraiment hyper passionnant, surtout quand tu sais rien des films au départ. Donc voilà, moi, c'est ce que j'adore dans les festivals, et notamment Cannes, qui pour le coup est un festival que de première mondiale. Donc voilà, tu découvres que des choses. Et après, pour les souvenirs. J'en ai tellement en festival que c'est juste fou. Moi, ce que je garde vraiment, alors ça peut sembler bizarre, mais c'est pas tant les rencontres avec des méga stars ou machin que l'expérience humaine de l'avoir vécu avec les copains, quoi. C'est-à-dire que, comme je disais, voilà, moi j'ai passé 25 ans chez Allociné, donc c'était devenu ma deuxième famille, et de se dire, allez, donc sur la fin de Cannes, on y allait vraiment en train, et voilà, mais sur les premiers Cannes, on n'avait pas forcément assez de moyens, on louait genre une camionnette, on embarquait les ordis.
Donc on faisait 12 heures de route pour aller à Cannes, on installait tout ça. Enfin, on était limite chauffeur, installateur, journaliste, machin, etc. Mais c'est des expériences humaines complètement folles. Et où après, on s'est retrouvé à faire des foot dans les couloirs du Palais des Festivals pendant qu'il y avait des projections. Enfin voilà, il y a une expérience humaine que moi j'adore. On est un peu aussi en mode colonie de vacances, dortoir pendant 15 jours. Donc ça c'est très très cool. Les trucs qui des fois m'énervent un peu en festival, tu le verras si tu fais Gérard May, c'est que tu peux vite croiser des gens qui sont dans une cinéphilie un peu hautaine, que moi j'aime pas justement. Moi je suis plutôt, enfin vous l'avez senti je pense, hein, mais dans un truc de bienveillance, de partage et de passion. Et en fait quand tu commences à avoir des gens qui sont un peu hautains, un peu blasés, il y a ce grand jeu à Cannes qui est, en fait tu t'appelles jamais un film par son titre. Tu dis toujours, est-ce que tu as vu le Tarantino? Est-ce que tu as vu le Sorrentino? Est-ce que tu as vu le Ken Loach? En fait, on parle tout le temps voilà, par le nom du réalisateur. Au bout d'un moment, tu fais, les gars, redescendez, tout ça est cool, quoi. Donc voilà, ça, c'est un des trucs qui m'énerve un peu des fois. Mais sinon, voilà, très, très cool, que des très bons souvenirs. Et parmi les souvenirs que je peux vous partager, qu'est-ce qu'on avait fait? Une fois, on s'était battu en 2005 au sabre laser. En haut des marches de Cannes, on nous avait donné accès, on avait des sabres laser et donc c'était la présentation de l'épisode 3. Et donc j'ai ce souvenir de m'être battu sur les marches au sabre laser, donc ça c'était très cool. Je fais partie des très chanceux qui ont vu le Kill Bill 1 et 2 en un seul film avec la scène qui est en noir et blanc dans la version qu'on connaît en Europe mais en couleur. Dans une seule projo qu'a fait Tarantino à Cannes de cette version-là. Et Tarantino était deux rangs devant moi et de voir Kill Bill avec Tarantino qui se marre à son propre film, c'est juste un spectacle hallucinant. Et sinon, un des souvenirs que je garde, c'était à mes tout débuts à Festival de Deauville. Et c'est un souvenir assez, je sais pas comment on dit, doux amer, un peu triste. Mais c'est qu'en fait, bah, c'était ma première. Donc moi, j'étais encore un peu stagiaire à cette époque-là. Ma première soirée, on va dire, de festival. Et on se retrouve donc sur la piste de danse. Et il y avait Heath Ledger qui venait présenter Chevalier et Paul Walker qui venait présenter le premier Fast and Furious. Et ces mecs-là avaient mon âge, en fait. Et donc, ils étaient là, tout beaux, machin, l'avenir devant eux, avec leurs copines. Et en fait, les jours où chacun des deux sont malheureusement partis trop tôt, chaque fois, je me souvenais de cette image et de les avoir emmerdés pour une photo, machin, etc. Ou d'avoir discuté avec eux et de me dire, putain, ces mecs-là, on a dansé ensemble, quoi. Et donc, ça reste, voilà, ça reste un chouette souvenir un peu triste, mais très chouette aussi. Et j'ai un dernier souvenir, et après, j'arrête de parler, parce qu'il y a peut-être des questions ou un changement de zoom, on verra. Euh, je garde aussi un super souvenir, alors là très ouais, geek. En tout cas, j'avais l'enfant en moi qui sautait partout. C'était un festival en Amazonie, donc festival complètement, enfin voyage complètement improbable. Et le président du jury, c'était John McTiernan. Donc John McTiernan, qu'on surnomme McT, pour resituer, c'est le monsieur qui a fait Predator, c'est le monsieur qui a fait Piège de cristal, c'est le monsieur qui a fait le 13e guerrier. Donc c'est-à-dire que c'est le monsieur, en tout cas pour moi, le plus grand réalisateur de films d'action. Et en fait, ce mec était président du jury. Et je me souviens qu'à un moment, j'étais au buffet crudité, en train de manger des carottes râpées. Et il y a quelqu'un qui me dit, Hey, t'as pensé quoi du film hier en s'adressant à moi? Et donc en américain. Et donc je me retourne. Et là, je vois John McTiernan, donc mon héros, qui me demande mon avis sur un film qu'on a vu Ah, ensemble. génial. Et là, j'étais comme un ouf. Voilà. Donc ça, c'est un immense souvenir. Ah, oui, oui, c'est ce genre de souvenirs qu'on oublie, qu'on n'oublie pas. Tu as déjà fait le festival de Gérard May? Ouais, j'ai déjà fait. C'est très très chouette, surtout qu'en plus ça se passe en janvier. C'est Donc à un ça, moment où dans les Vosges il fait froid et il neige, et ça c'est ça. participe vachement à l'ambiance. Parce que un festival de films d'horreur qui se passerait au mois de juin avec que des gens en short et en plein soleil, ce serait moins marrant. Mais là en fait, quand tu reviens de Projo, t'es à moitié entre les sapins enneigés, au bord du lac de Gérardmer, il fait nuit, tu te dis qu'il y a un tueur en série qui peut débarquer ou machin, et ça participe vraiment au truc. Et Gérardmer, et puis c'est une ambiance vraiment très. Là Ah, pour c'est le coup, petit Gérard, mais oui, c'est très petit, c'est une ville, festival et à c'est taille une humaine. ville, Ouais. pour en avoir toujours entendu parler depuis que je suis petit, même en étant hors fan de ciné, c'est ce genre de festival qui bloque la ville pendant une semaine quasiment, et où tout le monde, et c'est vraiment tous les alentours qui... Enfin, moi je me rappelle des histoires de... Je crois que c'était qui était venu en hélicoptère, je crois que c'était... comment il s'appelle l'acteur français qui est dans Mission qui est dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, c'est celui qui joue César. Ah, J'ai plus attends, le nom. Delon?
Delon, je sais Ouais, pas c'est pourquoi ça. je n'arrivais plus à avoir le nom de Delon, mais je crois qu'il était venu en hélicoptère et que ça avait fait le buzz et tout ça. Et en fait, c'est toutes des petites anecdotes comme ça que j'ai toujours entendues. Et j'ai un rapport très spécial au, au festival parce que moi, enfin, je l'ai toujours dit hein, depuis que j'ai créé les critiques d'Enzo pour parler de cinéma. Déjà, chose très importante, c'est que je suis un peu dans cette même idée là où peu importe la cinéphilie des gens, je trouve ça hyper intéressant de parler de cinéma sans prendre de haut les gens et Oui. en prenant en compte le nombre de fois où j'ai eu le débat sur Marvel avec des gens qui idolâtraient Marvel, moi qui étais un peu plus réticent et où en fait bah, le débat était possible parce que juste quand on accepte qu'on accepte avec qu'on accepte d'écouter les gens en face de soi, tout est facile et tout est intéressant et là-dessus, il y a pas de raison qu'on s'entende pas. Et c'est vrai que moi, je l'ai toujours dit, depuis que j'ai créé les critiques d'Enzo, moi, mon rêve, c'est de faire des festivals dans cette idée-là de pouvoir parler du cinéma et d'avoir ce compte TikTok pour parler des films que je vois petit à petit. Et j'espère pouvoir le faire avec Gérard May dès janvier, avec ou sans accréditation. Moi, j'y vais dans tous les cas. Mais moi, c'est un grand rêve et c'est le genre de Mais choses je te que le j'ai toujours souhaite et envie de faire. je pense qu'avec ta chaîne qui grossit, normalement ça devrait le faire de pouvoir avoir une accréditation. Bon, après, il y a la question du logement, mais si ta famille est pas loin, je pense que tu pourras te débrouiller. J'habite à 30 minutes, je peux faire des allers-retours, ouais, totalement, ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment un truc à vivre. Et en fait, le seul truc que moi je regrette sur Gérard May, c'est que avant que ce soit Gérard May, c'était dans une autre ville qui s'appelle Avoriaz. Et le festival d'Avoriaz, pour vous resituer, c'est un festival où on a découvert Robocop, dont je parlais tout à l'heure, La Mouche, Brain Dead de Peter Jackson. C'est-à-dire que c'est vraiment les films les plus importants du cinéma fantastique des années 80-90 sont nés à Avoriaz. Et aujourd'hui, malheureusement, en tout cas, la sélection de Gérard May, c'est pas elle est pas bonne, mais c'est qu'en fait, les gros studios ne donnent plus leurs films d'horreur à Gérard May. Et donc, en fait, on est plutôt sur des petits films, soit de plateforme, soit DTV, soit qui sortiront des fois pas en France. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça serait trop bien de. Enfin, tu vois, un des films de l'année, c'est quand même Évanoui. De se dire qu'un film Ouais. comme Évanoui aurait sa place à Gérard May, tu dis oui. Et en fait, malheureusement, ce genre de film-là n'a plus sa place à Gérard May. Pas de la faute du festival, mais plutôt de la faute des diffuseurs. Et ça, c'est dommage parce que vraiment, le Avoriaz et les premières années de Gérard May, c'était un truc où on découvrait des immenses films d'horreur au sens qu'aurait une sortie massive et qui allait vraiment marquer la culture, quoi. Oui, totalement. Mais c'est un peu. Enfin, moi, je me suis intéressé du coup à l'histoire de Gérard May, quoi. Et je sais qu'au tout début de Gérard May, il y avait quand même Scream qui avait été présenté, je crois, Exactement. Ouais. directement. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas Gérard May, quand on va au cinéma, donc c'est à côté du lac, et sur le cinéma principal, il y a toutes les affiches des festivals et du coup je m'amusais à regarder et en fait il y a des noms mais c'est absolument fou et c'est vrai que les dernières années c'est un peu plus compliqué c'est alors après il y a eu je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant il y a eu Azanavicius qui était venu, qui est quand même pas n'importe qui était Non, venu faire souvent, en les jury. C'est jurys ça, sont ouais. très quali, mais c'est plus les films présentés Les sont films, ouais. un peu oubliables, quoi. Il y a eu, je crois qu'il y avait eu Innocent ou quelque chose comme ça il y a Ouais, quelques ouais. années. Il y a des fois des surprises comme ça qui font du bruit, mais effectivement, c'est pas toujours la meilleure programmation. Mais de toute façon, moi, mon but, c'est si possible faire le plus de festivals possible. Je vais faire un dernier zoom. Comme ça, Ouais, enfin, on se donne pas. Parce que là, il reste 6 minutes, autrement, ça fait vite pour terminer. Comme ça, on se laisse le temps de poser deux trois petites questions pour avec grand terminer. plaisir. Et c'est tout bon, normalement, on doit t'entendre. Le retour de la vengeance, il est là. Alors, j'ai une petite question. Déjà, les gens sont contents, hein. On me dit c'est trop cool comme live. Oui, c'est trop bien. Donc, merci beaucoup. Je tiens à te le dire, tu es passionnant. C'est toujours un plaisir Ah, c'est de hyper gentil. t'écouter. Et ça me fait énormément plaisir par rapport à tout ce que je t'ai dit de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. On demandait ton top 3 et son flop 3 de cette année pour le moment. Oh, c'est chaud, ça. Ça, c'est vache parce que j'ai pas encore commencé mon top. C'est honteux comme question. Alors, Il y a mon top tellement de 3 choses qui top sortent 3. partout. Ouais, je pense que je disais tout à l'heure, Muganga a été une énorme claque totalement imprévue. Donc, Muganga à date sera dans mon top. J'essaye de, voilà, je suis obligé de me retaper un peu le box-office de l'année pour voir s'il y avait d'autres trucs. Sirat, film incroyable. Ouais, c'est Sirat, super, c'est hâte, ouais. pour le coup, c'est une expérience de cinéma. On déteste ou on adore, mais c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Donc ça, c'est vraiment. Tu l'avais découvert à Cannes. Sirat, non, je l'avais découvert dans une séance du Club Allociné. On l'avait présenté avec le Réal.
Et vraiment, c'était putain, une expérience de cinéma. Et il y a deux moments, voilà, je vais pas les spoiler, mais il y a deux moments où tu fais waouh, j'ai jamais vu ça dans un film. Puis ça ne va pas avec le reste. Enfin, mais c'est positif hein, quand je le dis. Hein. Mais ça ne va pas avec le reste du film. Et du coup, Exactement. c'est très. Ok, ok, c'est là, ok, je prends. C'est exactement. Et sinon, attends, excusez-moi, hein, je remonte un Il n'y a peu. pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, sinon, il y a, j'ai beaucoup aimé Avignon. Alors, je sais pas si ça a Très l'ampleur surprenant, ouais. de rentrer dans un top, mais c'était très très chouette Avignon. C'est une super comédie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une comédie française avec Alison Weller, avec Baptiste Le Caplin. Et en plus, ça arrive. Enfin, c'est très marrant parce que ça arrive. Je crois que quelques semaines avant, il y a Baptiste Le Caplin qui fait un film avec Clavier qui est vraiment pas très très bien et qui sort en même temps, je crois. Et du coup, là, ça fait la énième comédie. Et en fait, ça parle de théâtre et c'est hyper intéressant comment ça parle du théâtre. Enfin, ça parle d'Avignon et du festival de théâtre. Et ça parle du théâtre un peu bourgeois, on va dire, et du théâtre un peu moins bourgeois. Ça fait des comparaisons comme ça hyper intéressant et c'est un super film. Ouais, exactement. Et après, flop, alors ça, c'est plus dur parce que j'ai pas encore. Il n'y a pas eu que des très bons trucs, mais après, en fait, il n'y a pas de trucs que j'ai vraiment détesté. Il y a plus des trucs qui m'ont interrogé, tu vois, le Jurassic World Renaissance. Bon, moi, voilà, comme vous l'avez compris, je suis un immense fan de Jurassic Park. Donc, je regarde le film, je me fais pourquoi. Et en même temps, je me dis, putain, les images sont quand même vachement belles. Donc voilà, mais j'étais un peu circonspect, surtout devant le traitement des personnages que je trouvais pas très intéressant. Il y a F1 qui, alors rassurez-vous, parce que ça a été un des grands succès de l'année, visuellement hyper impressionnant, mais je ne comprends pas le personnage de Brad Pitt, qui est quand même un mec qui ne fait que tricher tout le long du film, là où normalement c'est des films qui sont plutôt là pour nous inspirer et nous donner envie de nous dépasser. Là, le mec te montre comment faire des queues de poisson aux adversaires. Bon, je sais pas, je me suis dit, bon, il est un peu merdique ce personnage. Puis il joue, enfin c'est Brad Pitt qui joue Brad Pitt quoi. C'est C'est assez bizarre. c'est très lui quoi je trouve. Enfin tu vois que Brad Pitt à aucun moment tu te dis moi je trouve que Brad Pitt il est pas catastrophique mais c'est compliqué dans le film Brad Pitt dans Ouais, F1 non, mais après, oui, il est là pour un peu pour se jouer lui-même, pour quoi. Donc, l'image quoi. Ouais c'est ça c'est un peu c'est bizarre. Il y a bah, Superman. J'ai trouvé que David Corenswet Sweat était un super Superman, pour le coup. C'était très dur de passer après Henry Cavill et il propose autre chose. Par contre, le film, en tout cas dans sa deuxième moitié, est un dégueulis numérique, mais horrible. Donc, j'ai trouvé visuellement ça pas très beau, mais par contre, lui est super. Après, voilà, je remonte un peu le truc. Elio, j'ai été très déçu pour un Pixar, pour le coup. ah ouais Ouais, c'était un Pixar un peu, voilà, non pas que ce soit nul, mais c'est en c'est un, enfin c'est là quoi ouais, c'est un c'est Pixar un peu hyper oubliable. classique. Oui c'est ça c'est un peu dans la même tranche que Lucas je dirais Ouais, c'est ça, ouais. Et qui fait après, partie de non, ce je milieu. regarde, ouais, non, après, voilà, il n'y a pas sinon tant de trucs que ça qui m'ont marqué. Un des films, alors, pareil, je pense pas qu'il irait dans un top annuel, mais 28 ans plus tard, c'était une proposition très étrange, pour le coup. Je ne sais pas si toi ou le chat serait d'accord, mais J'ai- moi j'ai- on s'attendait en tout cas à un World War Z 2 presque, qui allait bah, refaire surtout 28 semaines plus tard en plus épique encore. Et on se retrouve avec un film qui part dans des directions complètement différentes et j'ai été très positivement surpris pour le coup. Moi c'est l'inverse. Moi j'ai été un peu moi j'ai pas vu 28 semaines, j'ai pas vu 28 jours. Ah, t'as Euh, commencé par celui-là? c'est ça. Et en Ah, fait, j'ai adoré la mise en scène du début. Mais je trouve que petit à petit, la mise en scène et les effets de caméra et comment ça va être filmé se perdent. Et moi, ce qui me rend le plus fou, mais après, ça, c'est très personnel. Enfin, les facilités scénaristiques du scénario où le gosse se fait sauver à chaque minute et tout le temps. Et ça m'a rendu fou. Et en fait, c'est même pas que le film est mauvais, c'est juste que ça m'a énervé. Et que du coup, enfin, j'ai continué dans cette. Enfin, dernièrement, j'ai un peu ce même truc avec Chier 51 que je trouvais être pas foncièrement mauvais. Juste, il m'énerve. Le film m'énerve pour plein de raisons. J'ai l'impression que personne joue dans le même film. J'adore Adèle Exarchopoulos, mais je trouve que dans le film, elle est à des années-lumière de ce qu'elle fait d'habitude. Et du coup, je peux même pas dire que je trouve le film mauvais. Juste, je ressors énervé. Mais du coup, c'est le sentiment qui ressort le plus. Et donc, bah, forcément, c'est toujours compliqué de dire, bah, le film est bon, mais quand on est énervé généralement. ouais, Donc, c'est ça, ouais. ça m'arrive souvent. Et puis on en parlait tout à l'heure, il y a Arco aussi, voilà, encore une fois, s'il faut dire, voilà, allez voir Arco, c'est une vraie proposition. Je suis pas, et voilà, moi, il y a juste ça ne spoil rien pour ceux qui l'ont pas vu, mais il y a trois personnages, on va dire trois frangins là, qui ont des vestes colorées là, qu'on appelle un peu les Les raptous du film. Beatles.
voilà, où je trouvais qu'ils n'étaient pas ultra nécessaires dans l'histoire. Ils sont un peu la caution rigolote du film, mais au-delà de ça, c'est vraiment sublime, quoi. Oui, non, c'est Arco, vraiment, moi je l'ai vu cet après-midi. C'est absolument génial. Ça m'a très, 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 très belle surprise. Et, et du coup, pour apprendre un peu, enfin, pour que les gens puissent voir aussi ce que tu aimes, pour voir aussi ce que, euh, ce que toi t'aimes et voir si eux sont plutôt d'accord avec toi. Dernièrement, alors pas forcément cette année, mais vraiment dans les années 2020 ou même 2010, on peut aller jusqu'à 2010, jusqu'à maintenant. Si t'as trois films comme ça qui t'ont énormément marqué, qui ont été pour toi hyper importants, je pense qu'il y a Fury Road dedans. Non, parce que Ah, justement, Fury Road, alors, au risque de choquer, c'est souvent un débat que j'ai. Je respecte énormément Fury Road, visuellement parlant, et voilà, le travail que fait George Miller, qui avait, je sais pas, 75 ans au moment du tournage, c'est juste fou de sortir un film pareil. Par contre, voilà, ce que je n'accroche pas sur l'approche de Fury Road, qui me fait penser à un jeu vidéo et pas à un Mad Max. C'est-à-dire que Mad Max 2, si vous avez l'occasion de le voir, ça a peut-être un peu vieilli, puisque le film a 40 ans maintenant. Mais c'est vraiment le film qui a défini ce qu'est le post-apocalyptique. Mad Max 1 est pré-apocalyptique, et Mad Max 2 est vraiment post-apo à fond. Et tous les films, on va dire post-apo, se réfèrent ensuite vraiment à Mad Max 2. Et le post-apo de Mad Max 2, c'est vraiment un univers de récupération, c'est-à-dire que ça a été la fin du monde. Chaque personnage est habillé un peu comme il peut. Il y en a qui ont des protections de foot américains, il y en a qui ont des crêtes iroquoises, il y a des voitures qui ressemblent à rien. Et j'aimais bien ce côté vraiment, ouais, c'est la fin du monde et on fait vraiment avec ce qu'on a. Là où dans Fury Road, j'ai là eu l'impression de voir un GTA dans un monde post-apo, justement. Donc c'est-à-dire qu'il y a il y a la tribu ce que j'appelle les voitures porc-épic, là, donc ils ont tous les mêmes bagnoles. Il y a la tribu des vieilles à moto. Et je trouve qu'il a créé un univers qui est trop foisonnant et trop flamboyant pour une fin du monde. Donc et, voilà, c'est le truc qui m'a fait sortir du film, mais sinon c'est un spectacle fou, quoi. et de même pour Furiosa. Et Furiosa, un peu pareil, je trouvais que c'est à la fois, par exemple, l'espèce de moto-char romain de Chris Hemsworth, là, c'est à la fois génial visuellement, et en même temps, tu te dis, mais qui va faire ça alors que c'est la fin du monde? Oui, Là ça où perd le côté très la bricolage survival, quoi. du 2, quoi. Ouais, c'est ça. Normalement, à la fin du monde, tu cherches juste à survivre et tu t'en fous que ta voiture soit belle, que machin. Et en fait, je trouve qu'il a mis beaucoup de choses sur la forme et encore une fois, c'est sublime. Mais pour moi, je perds la notion de ouais, c'est un monde où il faut se battre pour la moindre goutte d'essence, quoi. Donc voilà, donc c'est ma limite sur Fury Road, mais qui est quand même un grand film. Mais sinon, je vais pas être très original en disant qu'Interstellar a été un film majeur. Moi, il est rentré, le jour où je l'ai vu, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Il est rentré directement dans mon top 3 de tous les temps. Je l'ai fait découvrir il n'y a pas très longtemps à ma fille. On a été au pâté Les Fauvettes, là, qui fait des ressorties. Et de pouvoir, moi, le revoir sur grand écran et elle, que le découvre sur grand écran, c'était un moment hallucinant. Donc, en gros, ouais, ce film-là qui m'a vraiment marqué. Beaucoup de ce que fait Villeneuve, que je citais tout à l'heure. Dune, qui était un espèce de pari improbable et un espèce c'est à la fois un blockbuster, mais un anti-blockbuster avec son propre rythme, avec quand même un propos qui parle de guerre sainte et voilà, de plein de trucs avec un héros. Il y a beaucoup de gens qui pouvaient penser que Dune pouvait être une sorte de Star Wars bis, et en fait, on se rend compte que là, ça va être un dark Luke Skywalker. C'est-à-dire que normalement, Paul Atreides, notamment dans le 3, il n'est pas parti pour être très gentil, quoi. Et c'est hyper intéressant de raconter un anti-arc comme ça. Donc ouais, ça fait vraiment partie des films qui m'ont marqué. Je réfléchis d'autres. Et après, ouais, en fait, je me rends compte que beaucoup Villeneuve, Premier Contact a été une claque immense pour moi. Je crois que je l'ai vu, j'ai dû le voir deux fois de suite, le film, tellement je m'étais fait retourner. Donc ouais, là, il y a des films comme ça, Cloud Atlas, qui était une espèce de d'ode visuelle. La première fois que je l'ai vu, j'ai rien compris et je me suis dit, putain, il faut que je le revoie tout de suite. Et je me suis fait embarquer par le truc. Donc en fait, c'est hyper dur à chaque fois de faire des tops et tout Oui. ça, mais en tout cas, c'est ceux qui me reviennent. Ok, oui, je vois totalement. Mais c'est vrai que. Enfin, tu parlais de Dune, moi je sais que je suis un gros défenseur de ce qu'il a pu faire, que ce soit dans le premier qui est là pour instaurer une histoire et qui prend son temps, mais qui du coup en a besoin. Enfin, sans le premier, Exactement. c'est compliqué d'enchaîner avec le 2. Et alors, on peut faire un parallèle qui est un peu bizarre, mais j'ai vu beaucoup de gens parler, et on en reparlera juste après, parce que je suis curieux d'avoir ton avis, parce que je sais que c'est une de tes séries préférées, si je me trompe pas, Camelot.
Et je suis curieux de voir avec toi par rapport au film, parce que beaucoup ont critiqué le fait que dans le film 1, il établit quelque chose, et dans le film 2, bah, en fait, il réétablit quelque chose qui fait que l'évolution de l'histoire est pas énorme, en fait. On reste sur la même chose. Et moi, pour le coup, le parallèle que je peux faire avec Dune, c'est que pour le coup, il établit quelque chose Dune 1, mais par contre, tout ce qu'il y a dans Dune 2, bah, en fait, c'est une suite logique où on n'est pas à rétablir des nouvelles choses. Non, tout ce qui a été introduit dans le Dune 1, il est déjà introduit, et on continue avec un film qui est beaucoup plus. Il va avoir beaucoup plus d'action dans Dune 2, qui est peut-être pour ça que je préfère le Dune 2, mais que j'aime quand même tout autant le Dune 1. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, je sais que c'est aussi des films qui ont été un peu, qui ont été un peu clivants, hein. Oui, Euh, clairement, ouais. Mais, et ce c'est- qu'on oublie souvent sur Dune 2, oui. parce qu'on loue Villeneuve et tout ça, enfin, évidemment a raison, et notamment ce que fait Chalamet, mais moi dans Dune 2, c'est Zendaya elle m'a fracassé. Parce que tout, en fait, tout le film est vu par son point de vue à elle, et quand on le revoit plein de fois et qu'on se rend compte de la manière dont son regard sur Paul change au cours du film, et la manière dont elle le regarde la dernière, pour un peu le dernier échange qu'ils ont là où. Non, je vais pas spoiler, voilà, je m'arrête là. En fait, c'est Zendaya le cœur du film, quoi. Et ce qu'elle fait juste avec des regards, parce qu'elle n'a pas beaucoup de répliques finalement, c'est incroyable ce qu'elle arrive à livrer. Zendaya, c'est une actrice, c'est marrant de quelqu'un qui vient du Disney Channel, qui a même pas de nom de famille. Moi, la première fois qu'on m'a parlé de Zendaya, j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Elle ne peut pas avoir un nom normal et machin. Et puis en fait, la meuf, tout ce qu'elle touche, c'est de l'or, quoi. Et ce qu'elle fait dans Dune 2 est incroyable. J'ai vraiment, pour elle surtout, hâte de voir Dune 3. Je, les gens qui me connaissent et qui ont l'habitude de m'entendre parler de cinéma savent pourquoi j'ai un si grand sourire. Je suis un gros fan de Zendaya. Je la trouve. Moi, c'est dans Euphoria où elle m'a. Attends, ouais, C'est c'est dingue ce qu'elle fait. alors, en fait, Euphoria, moi, c'est ce que j'expliquais à PAF en plus la semaine dernière, mais Euphoria est arrivé dans ma cinéphilie parce que j'ai envie de dire que ça reste quand même du cinéma, même si c'est une série, hein. Mais Euphoria est arrivé à un moment donné où, bah, déjà, j'étais pile dans l'adolescence, en fait. Donc, en fait, c'est une série qui me parlait totalement sur plein de choses et qui m'a pris à. Enfin, je trouve que c'est une série sur l'acceptation des gens et de qu'est-ce que t'es, qui est hyper intéressant et qui est hyper important pour plein de jeunes. Je l'ai découvert au parfait moment. Et en fait, quand j'ai vu Zendaya, j'ai pris une claque monumentale parce que je trouve qu'elle est géniale dans tout ce qu'elle fait. J'ai pu ensuite découvrir Malcolm and Mary, qui est Hmm. un espèce de film qui parle d'Euphoria, mais sans vraiment parler d'Euphoria. Je trouve qu'il y a quand même des raccords entre Malcolm and Marie et Euphoria qui peuvent se faire comme si c'était 20 ans après Euphoria, où on retrouve le personnage de Roux. Et j'adore Malcolm and Marie. Et pareil, c'est un film qui est clairement porté par John David Washington et Zendaya. Et moi, Zendaya, je suis un énorme fan. Je la trouve fantastique. Moi, c'est dans Challengers aussi qu'elle m'a encore surpris Ouais, ouais. l'année dernière, de Luca Guadagnino. Et je trouve que c'est avec Emma Stone, c'est peut-être mon actrice préférée, quoi. Elle est fantastique dans tout ce qu'elle fait, quoi. Oui, et puis surtout, elle arrive à être crédible en guerrière dans Dune, comme tu disais, en femme d'affaires dans Challengers, en camé dans Euphoria, en garçon manqué un peu fin de l'adolescence dans les Spider-Man. Elle a vraiment une palette de jeux qui est juste dingue, quoi. Franchement, et en plus, je trouve qu'elle dégage, un peu comme Tom Holland d'ailleurs, une espèce de je sais pas comment on pourrait dire, un côté un peu intemporel. C'est-à-dire que quand on les voit, on fait putain, c'est un couple de cinéma qui va durer longtemps et dont moi je serais plus vieux ou mort, mais en tout cas, il y a tous les gens qui vont grandir avec eux qui à un moment, ça deviendra peut-être les Cary Grant et Audrey Hepburn d'une future génération, quoi. Donc ce petit couple-là, je les trouve incroyables. Oui, non, je suis totalement d'accord. C'est un des trucs, moi, dans les derniers Spider-Man, je suis pas très fan des films. Mais par contre, moi, Tom Holland enfin, moi, je suis pas fan. Enfin, j'ai pas plus d'attrait que ça sur Tobey Maguire parce que c'est pas du tout ma génération. Andrew Garfield, j'aime beaucoup l'acteur, mais moins son Spider-Man. Ouais, Et je suis c'est vrai que, d'accord. enfin, je crois que mon Spider-Man préféré, moi, c'est Tom Holland, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors que les films, je les trouve pas forcément géniaux, mais en termes d'évolution, enfin, dans le dernier, l'évolution de perso et comment il joue cette évolution de perso avec toute cette idée où il doit faire ce choix hyper important à la fin, le décès de Tante May et tout ça. Là, j'ai spoil. Bon, après, ça fait 3 ans, 5 ans, même. Donc, bon. Mais ouais, non, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup
beaucoup. Et je te rejoins totalement. Il y a un côté très. Je trouve qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup moins ce côté starification qu'on pouvait avoir sur des Brad Pitt, des DiCaprio ou ce genre d'acteurs qui étaient vraiment des énormes stars en dehors même du cinéma. Et je trouve que Zendaya, Tom Holland, Chalamet commencent de plus en plus à revenir sur le devant de la scène avec ce genre d'acteurs stars qui en plus de ça sont des super acteurs quoi. Et surtout qu'ils font des très bons choix parce que, et c'est même, on pourrait dire, il y a un peu ça avec Austin Butler ou avec, Ouais. comment il s'appelle, Glenn Powell. C'est vraiment des gens qui pourraient prendre le chemin facile de dire, OK, je vais être dans tous les blockbusters à la mode, machin. Et en fait, non, ils vont vers des films d'auteur, ils vont vers des grands réals et ils prennent des risques. Voilà, quand on voit la filmo de Chalamet, pareil, quand il y avait l'espèce de Chalamet mania, là, au début, ça m'énervait, je faisais arrêter avec ce gars. Puis en fait, tu dis, putain, le mec, chaque fois qu'il touche à un truc, c'est bien, quoi. Donc, et surtout, il prend des risques, il ne se repose pas sur ses acquis. Chaque nouveau film, une espèce de remise en cause. Il est crédible en Wonka comme quand il fait Bob Dylan. Donc, non, non, c'est cette génération qui fait des choix intéressants. Qui justement, dont on voit que leur but, c'est pas d'être des stars. En fait, leur but, c'est avant tout d'être des comédiens au service de très bonnes histoires. Et ça, c'est le parcours qu'il faut avoir, je pense. Je dis ça à mon petit niveau. Mais voilà, les gens qui font juste ce métier pour être star, on les oublie vite, quoi. Et c'est ça, quand on voit qu'ils vont s'intéresser à du Harry Astor, du Luca Guadagnino, vont être plutôt catégorisés comme du cinéma d'auteur, on va dire, Ouais, exactement. Ouais. c'est hyper intéressant. C'est qu'ils ont envie de donner, c'est qu'ils ont envie de. Alors, même si c'est des acteurs, enfin, même si c'est des réalisateurs qui commencent à devenir de plus en plus mainstream, Guadagnino, enfin, il continue, enfin, il a fait des films qui, enfin, comme By Your Name, ça a quand même fait beaucoup de bruit à l'époque où c'est sorti. Challengers a fait aussi beaucoup de bruit. Là, par exemple, Cuir cette année que j'aime beaucoup a fait un peu moins de bruit, mais ça reste quand même des réalisateurs qui font un peu plus parler d'eux. C'est sûr que c'est hyper intéressant de voir ces gens-là prendre des petits rôles. Enfin, moi, je pense à Austin Butler dans Ouais. Eddington. Je suis pas très fan d'Eddington, Moi non plus, je suis pas très fan, mais mais par contre, Butler est là 10 minutes. ouais, il est très Je bien. suis sur le cul, il est trop fort quoi. Pour moi, il enterre tout le monde. Parce qu'en fait, c'est le problème que j'ai avec Eddington, c'est que je trouve encore une fois que personne joue dans le même film. Je trouve que Phoenix et Pedro Pascal ne jouent pas du tout dans le même film et que du coup ils sont pas du tout sur la même ligne et ça Je suis marche pas du d'accord. tout. Par contre, Butler, il est là, il vient, il joue son perso de secte un peu, un peu chelou. Ouais. Ça marche du feu de Dieu et non, c'est vraiment très très bien. Je pense on va commencer à terminer petit à petit. Est-ce que dans le chat, il y a des questions pour Johan avant qu'on termine? Moi, je voulais juste savoir, je suis désolé, c'est l'exercice le plus dur, mais c'est aussi l'exercice que les gens aiment bien, c'est les top 3 hein, ce genre Eh de oui. choses. Tu nous as parlé de cette année. Moi, j'aimerais bien quand même avoir pour toi, pas un top 3 mais voilà, des films un peu moins connus, vraiment dans cette idée de, pas forcément de blockbuster, mais des choses un peu moins connues, qui t'ont vraiment marqué dernièrement. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire dernièrement, mais la chaque fois qu'on me demande ça, je conseille un film qui s'appelle Galaxy Quest. Ok, Voilà, je ne sais pas si tu connais. du tout. Alors, à un moment, il n'était pas sur plateforme. J'espère qu'il y est toujours. Je sais plus. Peut-être qu'il était rentré sur Netflix. Bref, Galaxy Quest. Quand je vais te dire le pitch, tu vas dire, OK, il faut que je vois ce film. Galaxy Quest raconte l'histoire d'une équipe d'une série télé un peu kitschouille, genre Star Trek, donc qui s'appelait Galaxy Quest, donc tournée dans des décors en carton et tout ça, et qui s'est arrêté voilà, avant, je crois, la fin du dernier épisode. Donc tout le monde est resté sur un espèce de cliffhanger, et depuis, les acteurs n'ont rien fait et écument toutes les conventions de fans pour signer des autographes et machin, etc. Et en fait, un jour, ils sont kidnappés par des vrais extraterrestres qui ont découvert la série télé et qui pensent que c'est des documentaires historiques. Et du coup, ils kidnappent l'équipage pour les aider à faire une guerre intergalactique, alors que les mecs, c'est des comédiens branleurs. Et c'est absolument génial. Il y a Alan Rickman, Sigourney Weaver, Tim Allen, Sam Rockwell, enfin le casting est fou. Les effets spéciaux sont très chouettes. Et c'est un film qui est sorti en 2000 et qui est arrivé beaucoup trop tôt parce que je pense que s'il sortait aujourd'hui, ça serait une vraie pépite regardée par tout le monde. Je crois qu'à l'époque en salle, il a dû faire 20 000 entrées en France, hein, c'est pour dire. Ah oui. Et en fait, c'est un film qui est entre la parodie et l'hommage à la pop culture. Et il arrive à trouver un espèce de ton qui est assez unique et qui respecte son public de fans et hyper chouette. Donc si vous avez l'occasion de voir Galaxy Quest, c'est vraiment très 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 bien.
Ça Et me dit quelque sinon, chose. Je pense l'avoir, enfin, pas l'avoir vu, mais en fait, j'avais un prof j'ai eu la chance d'avoir un prof de culture générale pendant mon BTS qui était prof de cinéma aussi. Et qui du coup nous parlait de cinéma tout le temps et dès qu'il a su que j'étais fan de cinéma il me conseillait des choses et je suis quasi sûr qu'il nous en a parlé de ça. Ça me dit quelque chose, le pitch, cette idée là, cette idée de comédie un peu dans cette même vague, ça me dit totalement quelque chose et j'ai qu'une envie, c'est de le découvrir effectivement. eh ben, écoute, voilà, je te souhaite et même je t'envie de pouvoir le découvrir parce que voilà, souvent quand on voit un très bon film, on dit putain, c'était trop bien quand je l'avais pas encore vu et que j'allais le voir. Euh, donc ouais, donc il y a celui-là. Qu'est-ce qui me revient d'autre comme film? En tout cas, un peu pépite, peut-être des trucs dont on parle pas. Alors il y a un film titre français de merde. En anglais, ça s'appelle Strangers and Fiction. En français, ils ont appelé ça Le fabuleux destin d'Harold Creek, c'est-à-dire tout pour tuer le film. Et c'est un film assez génial porté par Will Ferrell dans un de ses rares rôles dramatiques. Will Ferrell qui est un génie comique, donc il me fait hurler de rire et là vraiment il est très touchant. Et en fait ça raconte l'histoire d'un mec qui se réveille un matin et il entend une voix qui raconte sa vie et qui lui dit qu'il va mourir le soir même. Et en fait il se rend compte en essayant de creuser ce mystère qu'il est le personnage d'un roman et qu'il est censé mourir à la fin de l'histoire. Et la quête du film, ça va être de retrouver l'auteur pour le convaincre de ne pas le tuer. Et c'est un film très méta et hyper touchant sur bah, ouais, le pouvoir des récits, le pouvoir des histoires. Est-ce qu'il faut accepter de mourir pour que l'histoire soit belle? C'est vachement bien. Pareil, ça a dû faire 12 entrées en France. Et c'est assez génial. Donc ça s'appelle Le fabuleux destin d'Harold Creek. Et Strangers and Fiction, si vous avez l'occasion de le voir, c'est très très chouette. Et qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre? Putain, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, je ne sais plus quoi conseiller. Je Euh, note en tout cas, tout ce que tu dis je note, ça voilà. m'intéresse. Les pitchs me donnent envie. Bon, après, c'est un peu un classique, mais comme ouais, le film il va avoir plus de 30 ans, là, Le Silence des agneaux, que moi je mettrais facile dans un top 5 all time. Donc c'est vrai que bah, aujourd'hui, enfin, vous êtes plus de la génération Mindhunter ou la série Monster ou des trucs comme ça. Mais Le Silence des agneaux, c'est un espèce de chef-d'œuvre du thriller de serial killer. Donc je sais pas si tu l'as vu ou si tu dois Ouais, le je l'ai rattraper. vu mais trop tôt dans ma cinéphilie je pense. Voilà, c'est ça, ouais, je pense. Et bah, Je suis passé totalement à côté, sachant que c'est la période où j'ai découvert David Lynch avec Seven. J'avais adoré Gone Girl, qui était un peu dans cette même idie de thriller. Et en fait, quand j'ai vu Le Silence des Agneaux, je me suis retrouvé un peu de ah, bah c'est pas du tout ce que j'attendais, parce que ce que j'aime, c'est des thrillers à la David Fincher. Et j'ai dit David Lynch ou David. Oui, je crois que j'ai dit oui, David Lynch, t'avais dit Lynch, mais c'est pas grave, c'est pas grave. David Fincher et du coup je me suis un peu retrouvé bloqué et je pense qu'il faut que je le revoie c'était vraiment dans ma première année de cinéphilie beaucoup trop tôt pour moi. Ouais, mais revois-le si tu peux, parce que c'est un film bah, d'une glauquerie hallucinante, avec des personnages hallucinants. L'un des rares films, je crois qu'il n'y en a eu que trois dans l'histoire, qui ont eu ce qu'on appelle le Big Five, donc aux Oscars, meilleur film, meilleur réal, meilleur scénar, meilleur acteur, meilleure actrice. Donc ça pose le film quand même quelque part un peu sur l'Olympe du cinéma. Et surtout, moi, ce que je dis souvent, c'est de le revoir en ayant en tête la mise en scène du film. Donc ça demande de sortir un peu du film. Mais dedans, il y a donc ce personnage d'Hannibal Lecter joué par Anthony Hopkins qui est, je crois qu'il est considéré comme le plus grand méchant de tous les temps ou le deuxième à égalité avec Dark Vador. Et en fait, quand on revoit le film et qu'on se rend compte que chaque scène, parce que le mec est que 16 minutes dans le film, je crois, toutes les scènes, en fait, il regarde dans la caméra, ce qui normalement ne se fait pas. Et en fait, il regarde l'objectif et en fait, finalement, il nous regarde nous. Et c'est pour ça que ce personnage est aussi fort et que la mise en scène du film est aussi forte. C'est-à-dire que tout le film, on est à la place de Clarice Starling, jouée par Jodie Foster, et tous les personnages regardent dans la caméra, et notamment Hannibal Lecter. Et moi, à chaque fois que je regarde ce film, c'est une leçon de mise en scène, parce que petit, je me suis dit, mais pourquoi je suis aussi mal à l'aise devant ce film, machin, etc. Et c'est parce que c'est une espèce de claque incroyable, quoi. Faut vraiment que je le revoie parce que ouais moi c'est des choses enfin je m'en souviens plus du tout et il y a des films comme ça je trouve ça hyper important d'en parler parce que des fois des gens complexes d'avoir pas aimé des films ou d'avoir aimé enfin il y a des films comme ça soit je les vois trop tôt ou soit l'inverse moi par exemple Fight Club je l'ai vu beaucoup trop tard. Je l'ai Ouais, vu après avoir vu Seven et Gone Girl qui sont. Enfin, moi, Gone Girl, j'ai vraiment un. ah, Je c'est génial. mystifie Gone Girl, c'est mon film préféré de David Fincher. J'adore Gone Girl. Et du coup, quand j'ai vu Fight Club, je m'attendais à quelque chose et je suis pas rentré dedans. Fight Club, ça m'a totalement laissé à côté. Et du coup, c'est hyper important de pas culpabiliser, de pas aimer des films comme ça. Il y a des films qui sont faits pour découvrir à tel et tel moment. Par exemple, ouais, Le Silence des Agneaux, moi j'ai découvert ça beaucoup trop tôt, mais il faudrait que je le découvre parce que. Enfin, moi, c'est la beauté aussi du cinéma, c'est que c'est pas parce que vous découvrez un film que vous aimez pas que vous allez pas l'aimer plus tard. Moi, Exactement. moi j'ai le meilleur exemple pour moi, c'est la première fois que j'ai vu Midsommar.
je crois que c'est peut-être une des fois où je me suis le plus fait chier devant un film d'horreur. Mais vraiment. Et petit à petit, le film mûrissait hyper bien dans mon cerveau. Je me suis dit, ah, c'était vraiment pas mal quand même. Il y a ça qui était bien. Puis, putain, c'est un film d'horreur qui se passe quasiment toute la journée. C'est très éclairé, c'est très visuel. Ah, mais il y a ça que j'aime bien, il y a ça que j'aime bien. Je l'ai revu avec des potes, j'ai pris une claque. C'est mon film d'horreur préféré. Enfin, c'est assez fou. C'est assez fou de revoir des films comme ça et de changer d'avis parce que c'est ça aussi la beauté du cinéma et c'est pour ça que moi je maintiens l'envie de garder des Blu-ray parce qu'on m'a déjà demandé est-ce que t'enlèves parce que j'ai 700 Blu-ray en tout et on m'a déjà demandé est-ce que t'enlèves ceux que t'aimes pas. Bah non, parce qu'en fait des fois je peux les redécouvrir et c'est hyper intéressant Exactement. de redécouvrir des choses qu'on n'aime pas et d'aimer. Et souvent, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant aussi. Moi, c'est comme ça des fois, parce que je suis d'accord avec toi, il y a des fois, on voit un film, on fait ouais, je sais pas trop, bof, machin. Et en fait, moi, j'appelle ça les films qui reviennent par vague. Et en fait, quand un film revient par vague comme ça, et où voilà, tu repenses à des images, à des sensations, je sais pas, à une réplique, à une scène. Et bah, quand tu demandais tout à l'heure les films qui m'ont marqué, bah, un qui me revient, qui m'a fait ça, c'était Dunkerque de Nolan. Ouais. Autant j'ai pas du tout aimé Tenet, autant Dunkerque, je me souviens, je suis sorti, je fais ouais, je sais pas trop. Et puis le soir même, j'y pensais, le lendemain, j'y pensais, et j'avais vraiment l'impression que c'était un film qui revenait comme ça par vague. Et moi, c'est souvent comme ça que je me rends compte que c'est des très très grands films. C'était un peu la même chose avec Sicario de Villeneuve. Voilà, qui paye pas de mine, où vous faites au débat, on fait bon, Villeneuve qui va s'attaquer à un truc de cartel. Et en fait, le film est tellement bien. Et pareil, voilà, ça revient, quoi. Donc ouais, souvent c'est un bon moyen pour juger les films, je trouve. Oui, totalement. Mais en tout cas, je te remercie. Je te remercie pour ta venue, pour avoir parlé de cinéma avec moi pendant 1h30. C'était passionnant. Je pense que les gens dans le chat seront d'accord avec moi et je te remercie énormément. Et en espérant qu'on puisse rediscuter de cinéma Ah, mais moi, tu avec me plaisir. réinvites quand tu veux, on refera une autre heure et demie, puis une autre heure et demie, et voilà. Là, on a juste fait la base, après, on peut parler de plein d'autres On trucs. peut s'approfondir, ouais, là c'est ça, on peut approfondir des sujets, on peut faire une émission où on parle que de Mad Max, on peut faire, enfin il y a vraiment, Exactement. il y a plein de choses, mais en tout cas, je te remercie énormément. Et on demande trop bien une émission type le stream de prévu On ou aimerait bien, pour l'instant, c'est voilà, c'est pas encore ok. fait, mais on se voit souvent, voilà, on est resté vraiment en contact avec la petite bande, et on se dit souvent qu'on aimerait bien, parce que nous, c'était à la fois notre boulot, mais aussi un peu notre récréation, parce que aussi dans la vie de journaliste cinéma, il y a des réunions, il y a des trucs chiants, machin, etc. Mais il y a des moments où on peut vraiment s'amuser, soit quand on fait fort accord, soit quand on faisait le stream. Alors l'émission a changé plein de fois de nom, à un moment c'était Allociné l'émission, le récap, No Spoil, enfin il y a eu plein de noms différents. Mais en tout cas, on se dit, la petite bande, là, qu'on aimerait bien refaire des trucs ensemble. Donc, je n'annonce rien, mais je pense qu'à un moment, on se remettra tous devant une caméra ou devant un micro de podcast et qu'on fera des trucs. Et ça serait trop bien. Et je repense à ça, mais du coup, moi je t'ai dit que je t'avais découvert grâce à ça que c'est une des choses qui m'a fait devenir fan de cinéma et encore pire, enfin encore plus. Et là, on est en plus dans la période. Je me rappellerai tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je la regarde une fois par an, l'émission Halloween. Vous avez fait une Oh, émission sur Halloween, spéciale Halloween, pour parler de films d'horreur. Et ah oui, je crois qu'il y oui, avait ok. encore, je crois qu'il y avait encore Il y avait, TFTC. Il y avait il y avait encore JB, non? Ouais, oui, il y avait JB, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Et, ça, euh, ouais. et du coup, je m'en rappelle encore et je la mate une fois par an et je ne sais pas pourquoi. Mais allez mater cette émission. Pourtant, je suis pas plus fan de ça que film d'horreur. Mais c'est une émission que tous les ans, elle revient et je me mate ça et c'est vraiment un pur plaisir. Je En crois tout que je me cas, souviens, on avait parlé de Massacre à la tronçonneuse, si je me souviens. effectivement, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Mais Ah qui est ouais, film où on se un sent, alors film. là, typiquement un film où on se sent dégueulasse après l'avoir vu. Ah ouais, Incroyable. c'est un excellent film, j'ai adoré. Mais en tout cas, je te remercie et je remercie les personnes du chat. Merci à vous. Il y aura un replay sur YouTube, comme je l'ai dit. Et en plus de ça, je mettrai quelques petits courts extraits sur TikTok petit à petit. Je vous remercie en tout cas pour le live et je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore à toi, Johan. Bah, merci encore à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Donc, comme je te disais, on refait ça quand tu veux. Je dis pas ça Avec plaisir. gratuitement. Vraiment, ça me fera vraiment plaisir. Bravo pour ce que tu fais et voilà, pour tout ce que tu portes et cet amour du cinéma. Voilà, c'est un espèce de flambeau qu'on transmet. Donc, tu vas être porteur de ce flambeau. Et merci, voilà, à tous les gens du chat. Alors, ça se voyait, je pense, des fois, j'avais l'œil sur le côté parce que j'essaie de suivre un peu le chat sur mon téléphone. Mais voilà, pour vos messages bienveillants, vos questions et tout ça. Et c'était très cool de pouvoir échanger avec vous. Donc, à très bientôt et surtout, regardez plein de films. C'est la plus belle chose du monde. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Au revoir.